certains esprits faibles, et je vais vraiment utiliser ce terme, esprit faible, pensent que la sécurité est plus précieuse que la liberté. Donc, c'est criminel d'avoir enlevé le plaisir dans l'éducation. Pour être prêt pour résister, il faut être organisé. Dans cet épisode du balado Délo veut savoir, je reçois un homme qui a le courage de ses convictions. Depuis le début de sa carrière, il n'a pas peur de dénoncer les incohérences du système. Idrissa Berkane est 3 fois docteur, il a écrit des livres, il a fait des conférences à travers le monde. Aujourd'hui, on parle ensemble de liberté, du système scolaire et de psychédélie. Idriss, bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur Zoom. Vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation qui était un petit peu hors du commun. Je t'ai invité sur Twitter puis tu as eu l'amabilité d'y répondre. Donc, je suis vraiment super contente de te rencontrer aujourd'hui. Puis j'ai envie de parler avec toi de liberté. C'est un thème que je trouve qui est très important, particulièrement avec l'année qu'on vient de vivre. En plus, tu as écrit un livre qui parle de libérer votre cerveau. Donc, je trouvais que c'était vraiment un thème qui était intéressant à aborder avec toi. J'ai envie de te poser comme première question. On a eu différentes définitions du terme liberté cette année. On a entendu notre premier ministre ici au Québec nous dire que le masque était la liberté. Toi, ta définition de la liberté, c'est quoi? J'ai pas besoin d'avoir une définition de la liberté moi-même, hein. Elle a été définie bien avant moi. Et la liberté, c'est le choix. Il n'y a pas d'autres termes. Il n'y a pas d'autres critères. Donc, dès qu'on laisse plus le choix aux gens, on réduit leur liberté. Et quand je vois des gens dire que le masque, c'est la liberté, moi, j'ai l'impression de dire Orwell, quoi, parce que c'est 1984. La liberté, c'est l'esclavage, etc. On inverse tous les mots. En plus, on sait, et on y reviendra, que le masque n'avait pas du tout d'intérêt. Et même Fauci l'a complètement confirmé dans ses emails, où il confirmait donc que ce n'était pas nécessaire de porter un masque quand on était asymptomatique. Et il confirmait même que c'était le cas d'ailleurs pour la plupart des maladies respiratoires contagieuses. Donc oui, c'est une période où il faut être vigilant parce que voilà, on peut nous vendre un paquet de lessive, on peut nous vendre n'importe quoi. Tu sais que dans les années 70, il y avait un très grand communicant, un publicitaire qui était parvenu à vendre un pet rock. Donc c'était un galet, c'était un caillou. C'était un caillou, il le vendait comme un caillou de compagnie à 5 $, je crois. Alors, tu payais 5 pièces pour un caillou et il a réussi à en vendre. Tu peux en trouver sur eBay. Ah bon. Donc bon, vu qu'on sait nous vendre n'importe quoi, on peut nous vendre pour conclure que le masque, c'est la liberté et que la liberté, c'est l'esclavage. Tout à fait. Mais il y a des gens qui auraient dit cette année qu'il fallait mettre nos libertés de côté, nos libertés individuelles de côté pour la communauté. Où est l'importance de défendre nos libertés individuelles? Il n'y a rien de plus important que la liberté. Les gens, certains esprits faibles, et je vais vraiment utiliser ce terme, esprit faible, pensent que la sécurité est plus précieuse que la liberté. Et ces gens-là sont dangereux pour la démocratie et sont dangereux pour les libertés individuelles et collectives. Mais c'est confortable. C'est-à-dire que la liberté, c'est lourd à porter. Ouais. C'est très lourd à porter. Et on le sait depuis même l'esclavage. Enfin, depuis ces phénomènes, on avait une grande héroïne noire aux États-Unis qui avait toujours un pistolet avec elle pour braquer, pour menacer les esclaves qui essayaient de repartir à la plantation. Parce que quand elle en avait libéré ou quand elle en abritait, elle en protégeait, elle en avait toujours une partie importante, tu vois, comme un tiers par exemple, qui voulait repartir à la plantation. Comme tu as dû voir cet excellent film tiré d'une nouvelle de Stephen King, The Shawshank Redemption. Oui. Tu sais, c'est très connu. Et tu as cet effet donc, de l'institutionnalisation où Brooks, le personnage de Brooks, quand il est libéré de prison, il n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Oui, c'est vrai. Parce que sa vie est plus simple. Ouais. Et en fait, quand il y a trop de choix, notre vie se complexifie. Et c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle en neurosciences de la decision fatigue. Notre cerveau peut prendre qu'un certain nombre de décisions par jour. Et c'est pour ça que certains leaders d'entreprises comme Mark Zuckerberg ou comme Steve Jobs avaient un dress code très simplifié pour ne pas avoir à consommer des décisions pour des choses vaniteuses ou sans importance, voilà, comme quel jean je porte ou quel pull je porte, et pour pouvoir économiser leurs décisions pour des choses importantes. Wow. Et nous, les humains, voilà, on aime bien avoir une vie simple et qui serait prise en charge par quelqu'un d'autre. On a une tentation de ça, parce qu'on est aussi ce qu'on appelle en neurosciences des cognitive misers, c'est-à-dire des pauvres de la cognition. L'être humain, mais tous les organismes, en fait, sont des cognitive misers. On aime prendre le moins de décisions possible
et on aime avoir le moins d'efforts cognitifs à faire. Donc, un monde où tout est contrôlé, où on a un pass, où on a des points, où on a des comportements simples à adopter qui sont régis par l'État, ben, c'est tentant pour plein de gens, parce que c'est plus simple. Et malheureusement, comme c'est tentant, ben, ils ne se rendront pas compte qu'une fois qu'on y sera, on ne pourra plus revenir en arrière. Les Chinois, là, ils ne peuvent pas se dire tiens, si on allait critiquer le régime, si on allait demander une enquête sur ce qui s'est passé à Wuhan, etc. Enfin, ce n'est pas possible. Et donc, il faut aussi se méfier des escrocs intellectuels, ou je préfère les appeler les terroristes intellectuels, qui vous disent, quand par exemple en France, on dit il y a des gens, moi je me bats pour la liberté, je me bats contre la dictature sanitaire, et des gens qui vous disent ah bon, mais va voir la Corée du Nord. Oui, tout le temps, c'est l'argument. Voilà, mais c'est un argument d'escroc, parce que en Corée du Nord, c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. C'est comme si un médecin disait ah, je me bats pour sauver la vie. Tu fais va voir un mort. Là, tu verras, lui, il aura vraiment plus de vie. C'est avec lui que tu devrais te battre, puisque lui, il a vraiment plus de vie. Pourquoi tu essaies de sauver la vie de quelqu'un qui est encore en vie? C'est le même argument. C'est vraiment comme si tu disais pourquoi tu essaies de sauver la vie de quelqu'un qui est encore en vie. Eh ben, il faut soigner nos démocraties, on le sent. Et il y a des imbéciles ou des escrocs, parfois donc des terroristes intellectuels, des gens qui savent exactement ce qu'ils font, qui vous disent, qui essaient de vous faire culpabiliser en disant ah, j'aimerais bien te voir en Corée du Nord. En Corée du Nord, la démocratie est morte et enterrée. Et a priori, on ne pourra pas la ressusciter. On est aussi en train d'assister à une démocratie. Cette année, ça a été beaucoup opéré par décret. Bon, l'état d'urgence est renouvelé perpétuellement, donc ça a accordé des pouvoirs extraordinaires à nos dirigeants qui, je pense, qui ont pris goût. Comme en ce moment, on n'a plus vraiment de cas. C'était la même chose l'été dernier, on s'en souvient. Là. Nous, quand les masques sont devenus obligatoires au Québec, c'était à la fin du mois de juillet. Puis il y avait 0 cas. Il y avait plus rien qui se passait. Puis ils ont rendu ça obligatoire au moment le plus creux de la vague. Donc après, la question qu'on se pose, ben qu'est-ce que ça va prendre pour que finalement on retrouve une vie normale où on peut être libre de nos choix? Je sais pas, je pense que ça se ressemble beaucoup en France, cette espèce d'avoir imposé des mesures à un moment vraiment étrange. Puis, comme nous, on a un code de couleur, aujourd'hui, on retombait dans le vert. Mais dans le vert, on est encore obligé de porter les masques partout. Donc, c'est quand qu'on revient à la normale? Puis c'est ça qui est inquiétant. C'est comme ça que tu satures. Tu peux saturer les gens comme ça sur le plan cognitif. Et quand tu as saturé les gens sur le plan cognitif, tu peux leur faire ce que tu veux. C'est ça la beauté de la chose. Tu as une très belle vidéo YouTube d'un artiste qui s'appelle Darren Brown. C'est un mentaliste anglais. Et il arrive à payer les gens. Donc, il va à New York, il arrive à payer les gens avec du papier blanc. Donc, il rentre dans une bijouterie, il dit bonjour, voilà, je voudrais cette bague en platine. Ah, elle est très jolie, vraiment. Ok, monsieur, vous m'avez convaincu, je vais vous payer cash pour ça. Ah, au fait, c'est dans quelle direction la station de métro la plus proche? Alors, le type lui dit c'est par là. Il dit ah, vous êtes sûr, c'est par là, donc ça c'est l'ouest, ça c'est l'est. J'ai dû penser à l'envers, je suis un peu confus. Mais mon pote m'a dit, j'étais un peu intimidé par le métro, mais mon pote m'a dit prends-le, c'est bien. Et à ce moment-là où il dit prends-le, c'est bien, il donne le papier blanc. Et le type qui est embrouillé parce que son cerveau est saturé par l'Est, l'Ouest, la direction du truc, machin, eh ben, il prend le papier blanc, puis il le met dans la caisse sans réfléchir. Et ensuite, Darren Brown donc, sort avec sa bague en platine, $5000 qu'il a payé avec du papier blanc. Et après, le bijoutier se rend compte, il voit du papier blanc dans la caisse, c'est trop tard. Et ça, c'est un phénomène normal en sciences cognitives, c'est connu. Quand on sature quelqu'un avec des choix ou des décisions ou des informations stupides, sa capacité de jugement s'effondre. Et donc, quand on sature un peuple avec des décisions, des informations stupides, qui en plus ne font aucun sens, parce qu'on attaque la logique, quoi. On attaque vraiment la logique. Et en plus, on utilise alors après tous les leviers, tu sais, la conformité. Les humains, ils aiment bien être conformes. Donc, dès que tu as 3 personnes autour de toi qui font quelque chose, tu as envie comme ça. Et tu l'as pour plein d'animaux. Tu as par exemple les macareux. Je ne sais pas si on les appelle les macareux au Québec, mais c'est les puffins en anglais. Et on avait essayé de les réintroduire sur une île. Donc, on avait mis des macareux en plastique. Et ces macareux, ils étaient sur une seule patte. Bon, parce que c'était juste une tige en plastique. On s'est rendu compte que tous les macareux se sont mis à rester sur une patte comme ça. Non. Parce qu'ils voyaient les macareux en plastique quand ils descendaient, ils les voyaient sur une patte. Ils se disaient, ah ben c'est comme ça doit être la nouvelle mode, alors je vais rester sur une patte comme ça. Wow. Et on a eu toute une population comme ça de macareux qui restaient sur une patte sans savoir pourquoi. Comme des flamants roses. Donc, comme des flamants roses. Donc, les humains font pareil, c'est connu ce phénomène.
Ouais. Et on est en train de l'avoir, nous. On est vraiment en train de l'avoir. C'est-à-dire qu'à force de dire n'importe quoi, d'être dans la confusion permanente, bah, le peuple va perdre en capacité intellectuelle collective. Et c'est l'idéal si tu veux lui faire adopter n'importe quoi. Exact. Vous parlez de Darren Brown, vous en parlez dans un temps que j'ai passé au vous dessus. Tu en parles dans ton livre, justement, cet exemple-là. Puis en lisant ça, ça me faisait un peu penser en fait à des techniques d'hypnose. Est-ce qu'on peut comparer ça avec de l'hypnose ou c'est considéré comme différent? Oui, c'est très comparable parce que en fait, c'est vraiment l'hypnose essaie de s'adresser à l'esprit inconscient, donc qui ne prend pas des décisions critiques. Et en fait, cet esprit inconscient, il est tout le temps, il fonctionne tout le temps. Par exemple, quand tu marches, quand tu fais du vélo, la plupart des décisions ne sont pas conscientes. Tu vois, si tu devais penser consciemment, ça serait. Parce que la conscience, ça coûte cher pour le cerveau. C'est ça le principe de base. La conscience, ça coûte cher. L'attention, ça coûte cher. Donc, le cerveau préfère faire un maximum de choses avec le moins de conscience possible et le moins d'attention possible. Et donc, dans le truc de Darren Brown où il paye avec du papier blanc, bah, c'est une technique qui s'apparente à de l'hypnose parce qu'il sature l'esprit critique conscient avec une tâche stupide, quoi. Où est la station de métro, puis en l'embrouillant avec l'Est et l'Ouest. Et puis ensuite, il en profite pour forcer l'esprit inconscient à prendre une décision, qui est de mettre le papier dans la caisse. Cet esprit-là, il n'est pas du tout capable de lire, d'écrire ou de critiquer. Enfin, il peut éventuellement être capable de lire, mais il n'est pas du tout capable de critiquer, de savoir si le papier qu'il a dans la main, c'est un vrai billet qui est mettable à la banque. Donc, bon, il fait juste réflexe, tac. En plus, à ce moment-là, effectivement, il dit « prends-le, c'est bien, c'est bien ». Donc, tout se passe bien. Mais le truc, c'est qu'on peut faire ça à l'échelle des populations. C'est ça, c'est ça. Puis est-ce que, pour avoir observé quand même, j'ai essayé d'être très critique pendant la pandémie. Je pense que tout le monde a eu des moments où ça vient tellement nous chercher dans nos valeurs profondes que c'est quand même difficile d'être neutre par rapport à ce qui se passe. Mais des fois, j'observais comment les politiciens avaient une espèce de technique de nous... Justement, j'avais l'impression qu'on voulait nous embrouiller l'esprit volontairement, de nous dire quelque chose, puis 5 secondes après, le discours est complètement diamétralement opposé. Puis de voir à quel point la population a suivi ça sans jamais vraiment questionner comme « Ah, ben le gouvernement le dit, ça doit être vrai ». J'avais l'impression de vivre en fait dans une fiction depuis 16 mois, de vivre un film. Ouais, ça porte un nom, ça s'appelle gaslighting. Donc, tu essaies d'altérer gaslighting, tu essaies d'altérer ça a dû être traduit en français. Hein. Tu dois regarder parce que effectivement, au Québec, vous faites un bel effort pour protéger la langue française. Et donc, je suis certain qu'il y a des psychologues de l'Université de Montréal qui ont dû le traduire en français. Il faudra voir quelle est la traduction. Mais le gaslighting, donc, c'est une technique où tu satures, pareil, hein, tu satures un sujet d'informations contradictoires, etc., pour altérer sa compréhension de la réalité. Et quand tu fais ça, tu te rends compte que le sujet, tu peux un peu l'emmener où tu veux. Tu peux lui dire va à gauche, il va à gauche, va à droite, il va à droite. Enfin, il est confus. Ouais. Et on peut comme ça mettre une population entière dans la confusion. Et ensuite, on peut l'emmener un peu où on veut. Est-ce que ce serait tirer des conclusions hâtives de dire que ça s'est fait sur une base volontaire cette année, ce genre de confusion-là? Moi, je suis persuadé que, si tu veux, il y a des effets émergents, c'est-à-dire qu'il y a des principes fondamentaux de la politique. Un principe fondamental de la politique, c'est que un politique, quand il a acquis un nouveau pouvoir, il n'a pas envie de le rendre. Ça, c'est fondamental. Ouais. Et on a de très rares contre-exemples de politiques qui ont rendu leur pouvoir, comme Abraham Lincoln ou comme Cincinnatus dans la République romaine. Mais à part ça, je veux dire, l'immense majorité des politiques, quand ils ont un pouvoir supplémentaire, ils ne veulent pas le rendre. Ouais. Et c'est pour ça que, encore une fois, les escrocs, les terroristes intellectuels qui vous disent « Ah oui, j'aimerais vous voir en Corée du Nord », je dis « En Corée du Nord, c'est trop tard. Tu as quelqu'un qui a un pouvoir absolu, qui ne pourra pas le rendre, sauf, et en plus, il a l'arme atomique, donc comment tu veux faire qu'il le rende ?» Puis pourquoi se comparer avec le pire exemple aussi? C'est un peu verrouiller le débat, en fait. Une fois, comme en médecine, tu as quelqu'un, tu veux dire « Ok, si on appliquait votre méthode d'escroc intellectuel, à chaque fois que quelqu'un va chez le médecin, il dira bah, j'aimerais te voir face à un mort du cancer, un cancéreux en phase terminale, toi tu as un problème de dents ou tu as un problème de grippe, bah, viens pas me voir parce que tant que tu ne seras pas cancéreux, en phase terminale, je ne pourrai pas te soigner. » Bon, c'est complètement stupide. Ouais. Mais il y a donc, à mon avis, un intérêt. Il ne faut pas parler forcément d'organisation volontaire, mais un intérêt. Tu te retrouves avec des politiciens qui ont intérêt à continuer. C'est-à-dire que tu leur as mis, c'est un peu comme si tu avais mis de la drogue, tu sais, et il se rend compte que tu as un trader qui prend de la coke, tu ne le fais pas arrêter comme ça. Bah, la restriction des libertés, c'est comme la coke. Donc nos politiques, ils ont goûté à cette cocaïne. Tu vas pas les faire arrêter. Ils vont vouloir revoir leur dealer. Et leur dealer, c'est qui?
C'est Fauci, c'est l'OMS, ce sont des organisations qui peuvent avoir été trop alarmistes ou parfois stupides, ou les deux. Ouais. Et tu as une sorte comme ça de cercle vicieux qui se forme entre la sphère du pouvoir et qui est sous drogue, vraiment j'insiste, ils sont drogués, et puis la sphère des dealers qui sont les faux scientifiques, qui peuvent avoir des vrais diplômes, qui peuvent être en blouse blanche et tout, des vrais médecins, mais qui ne pratiquent plus la science, qui ne font plus de la science et qui ne disent pas la vérité, comme on l'a vu avec Fauci, on sait aujourd'hui avec les Fauci. C'est de la politique, en fait. Il a menti. Voilà, donc entre des universitaires, médecins ou scientifiques qui sont prêts à mentir de toutes les façons possibles, déformer la vérité, cacher, on se rappelle donc du Lancet Gate, qui est quand même un cas extrême, où on a eu... on en a très peu parlé, hein? Je ne sais pas en France, mais ici, oui, on n'en entend plus parler. Si, en France, tu as un groupe d'extrémistes qu'on appelle les zététiciens et qui, eux, disent c'est la science normale. Ce qui s'est passé avec le Lancet Gate, c'est la science normale. Bon, très bien, d'accord. Donc, le plus gros dataset jamais falsifié dans l'histoire de la science, c'est de la science normale, tout à fait. Et donc, on a comme ça un cercle vicieux entre le pouvoir et puis les autorités, entre guillemets, scientifiques, médicales, qui sont tentés de se renforcer mutuellement. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Et pourquoi ils le font? Parce qu'il y a une autre règle en sciences cognitives, c'est tant que je gagne, je joue. Donc, eux, ils sont là, ils disent, tant que je gagne, je joue. J'ai encore plus de pouvoir. Qu'est-ce que ça prend pour qu'ils perdent? Alors, pour qu'ils perdent, il faut que le public soit informé, il faut que le public aille retrouver ses cojones et décide de faire des podcasts, des vidéos d'information, comme toi, comme le professeur Raoult, comme le docteur Fouché, comme des gens comme ça, comme le professeur Perron. Il faut que des gens disent, OK, on va se faire attaquer, on va en prendre plein notre gueule, parce que ce qui arrive à Raoult, c'est juste totalement surréaliste. Enfin, c'est le plus grand infectiologue au monde, ce type. Moi, je connaissais ses travaux avant l'histoire, mais je n'ai pas découvert Raoult avec la pandémie. Non, c'est ça. Il était déjà une figure publique assez importante en France. Il avait déjà écrit des ouvrages. Mais au-delà de ça, c'est pas qu'en France, vraiment, Raoult, c'était un des 3 spécialistes mondiaux des maladies infectieuses. Et je parle en tant que biologiste, ce type, il a un génie en bactériologie, en microbiologie, qui est inégalé. Personne n'a autant identifié de nouvelles bactéries que Raoult. Depuis 3 générations. Hein. Ça fait 3 générations que personne sur Terre n'a identifié autant de nouveaux micro-organismes, donc bactéries, mais aussi virus. Typiquement, ce n'est pas tout à fait vivant un virus, mais c'est de la microbiologie quand même. Personne n'en a identifié autant de nouveaux que Raoult. Enfin, ce type c'est rien de dire que c'est une sommité. Et son institut que j'ai visité est un institut de référence. Et il n'y a pas que Raoult. Les gens disent, ah oui, c'est Raoult tout seul. Non, il faut avoir visité l'IHU à Marseille. C'est une machine de guerre avec une capacité de tester, de séquencer, etc., qui était unique au monde. Et voir donc des types qui sont des nuls en sciences, hein. On en a vu plein sur les plateaux de télé, mais qui sont vraiment des brels, dire d'un coup que c'est meilleur que Raoult et que Raoult pratique. Voilà. Mais bon, il a eu du courage. Il a eu du courage. Et donc, c'est ça qui bloque le cercle vicieux. La seule chose qui peut bloquer le cercle vicieux entre des scientifiques, entre guillemets, je préfère dire des académiques, parce que le monde académique croit qu'il a le monopole de la méthode scientifique, mais rien n'est plus faux. Et c'est d'ailleurs limite un problème, puisque le fait qu'aujourd'hui les GAFAM aient davantage de puissance de recherche que le monde universitaire est aussi un problème important. Mais fondamentalement, de voir quelques académiques corrompus comme ça essayer de donner sa drogue aux puissances politiques, et pour moi l'exemple suprême c'est Fauci. Hein. Fauci, c'était vraiment le dealer des restrictions de liberté aux États-Unis, et le modèle Fauci politique, il a été repris dans beaucoup de pays. De la même façon, on avait des autorités scientifiques locales, comme Ferguson, typiquement. Hein. Ferguson, qui pour le coup est un vrai charlatan, et tu verras aucun des types qui attaquent Raoult attaquer Ferguson. Pourtant, Ferguson, c'est l'épidémiologiste qui avait dit que le Covid ferait tout de suite 100 millions de morts, que ce serait... Très alarmiste. Voilà, non, mais c'était vraiment bidon, ces modèles étaient bidons. Mais il était écouté, il était pris très au sérieux. Et donc, dans ce cercle vicieux entre les académiques et les détenteurs de pouvoir, et entre les deux, bien sûr, les médias, parce que ça va avec, c'est plutôt à 3, hein, c'est pas seulement 2, mais médias, académiques, détenteurs de pouvoir. Si tu n'as pas quelques personnes qui se lèvent et qui disent stop,
Ça, ce n'est pas moral, ça, ce n'est pas déontologique, ça, ce n'est pas scientifique. Même si un type en blouse blanche me dit que c'est scientifique, moi, je lui dis, je sais ce que c'est que la méthode scientifique, personne n'en a le monopole, et ce n'est pas parce qu'un type a un stéthoscope et une blouse blanche qu'il en a le monopole. Ça, c'est faux. Et si on avait fait ce bon sens simple de veille, on n'aurait pas eu autant de restrictions de liberté. Mais la question, en fait, j'ai envie de te la reposer dans le sens que comment on va gagner si des gens comme Raoult se sont opposés, des gens comme toi, des gens qui ont quand même une tribune, une voix, puis malgré tout, puis le peuple aussi s'est soulevé. On a eu des marches ici qui ont été ridiculisées dans les médias, qui ont été diminuées en nombre. Vraiment, je veux dire, ça devient difficile d'avoir un impact parce qu'on se dit, OK, notre voix n'est pas entendue. Puis en plus, j'ai aimé vraiment ta citation dans ton livre, tu dis qu'il y a une psychiatrisation des dissidents dans des régimes totalitaires. C'est ce qu'ils font, en fait, en nous traitant de complotistes, en nous traitant de paranoïaques, comme si on avait perdu complètement le contact avec la réalité. Ce qui fait que ça devient très difficile d'avoir un débat civilisé entre personnes qui ont différents points de vue. Donc, je me demande, au point où on en est, qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on reprenne enfin nos libertés? Toute résistance nécessite de la patience. C'est un phénomène qui est connu. Résistance rime avec patience. Ouais. Et en particulier la résistance au mensonge. Dans toute situation où les gens qui ont raison, les gens qui font le bien sont en minorité, la seule arme qu'ils ont, c'est la patience et la persévérance. On n'a pas d'autre. Ouais. Donc, il faut pas se fixer de deadline. Il ne faut pas se dire il faut qu'on ait obtenu ou telle exposition médiatique à telle date. Il faut être dans une patience totale, dans une persévérance totale. De toute façon, aujourd'hui, les grands médias sont très discrédités. On le voit. On l'a vu. En France, on a beaucoup de médias qui ont soi-disant des fact-checkers. Oui. Et ces fact-checkers se sont plantés sur tout. Et parfois, ce n'est pas qu'ils se sont plantés, c'est qu'ils ont menti. Ils ont menti frontalement. Enfin, c'était là, ils ont écrit des mensonges. Ils savaient que c'était des mensonges, ils les ont écrits quand même. Ouais. Ou bien, des fois, ils ont fait ce qu'on appelle du spin. Donc, c'est-à-dire essayer de tourner la réalité de la façon la plus arrangeante. Par exemple, quand les emails de Fauci sont sortis, la seule chose qu'ils ont mis dans la presse, c'est « Ah, on voit qu'il écrit qu'il est très fatigué et qu'il travaille beaucoup. » Donc, vous voyez, c'est Fauci, il s'est sacrifié pour nous. Il écrit dans ses emails qu'il est fatigué, qu'il ne dort pas. Donc, ça, c'est du spin. Une fois que vous connaissez la méthode, vous pouvez la tester dans les médias. Dire, voilà, quand on a Libération, quand on a un autre journal, mais en France, en plus, les médias sont très, très contrôlés, puisque Libération, l'Express et BFM TV appartiennent à la même multinationale. Donc, ce sont les mêmes médias milliardaires, fondamentalement, ce qui signifie qu'ils ont fondamentalement des conflits d'intérêts. Eh bien, voilà, ne serait-ce que cette information-là, de savoir que, en réalité, d'un point de vue financier, Libération, BFM et l'Express sont une seule et même voie, en tout cas au regard de la finance. On peut déjà davantage comprendre leur acharnement, en particulier sur Raoult, mais aussi, donc, une fois qu'on sait ce que c'est que le spin, eh ben, on est justement vacciné pour le coup. Il faut une vaccination médiatique, il faut savoir être résistant aux techniques de manipulation de masse qui peuvent exister. Et donc, comme des escrocs intellectuels qui vous disent la seule chose qu'il faut retenir des emails de Fauci, c'est pas qu'il considérait que l'hydroxychloroquine était efficace contre la Covid-19, c'est pas qu'il considérait que les masques étaient inutiles, c'est pas qu'il déclarait que la piste d'un virus de création militaire, de création humaine, sorti du laboratoire P4 de Wuhan, était une piste sérieuse, loin devant le pangolin qui était une stupidité qui a été reprise par tous les grands médias. Vraiment. Eh bien, une fois que vous comprenez ce type de manipulation, vous n'y êtes plus sensible. Et une fois que vous n'y êtes plus sensible, vous pouvez aider d'autres personnes à ne plus y être sensibles également. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est un travail, une personne à la fois, c'est d'en parler en notre entourage, semer des graines ici et là. Puis je pense qu'on ne peut pas réveiller, j'aime pas le terme le réveiller, mais quelqu'un, la personne, on doit prendre conscience nous-mêmes du problème. Il y a une démarche aussi personnelle. Aussi que je te recommande, c'est l'ironie socratique. Et si tu as vu mon débat avec Martin Blachier, tu vois que c'est ça que j'ai utilisé. Donc l'ironie socratique, pour les personnes d'une génération précédente, c'est Colombo, quoi. Colombo, il a l'air un peu bête. Personne ne le prend au sérieux. Et il pose juste quelques questions. Et surtout, l'ironie socratique, donc, elle consiste à commencer par accepter ce que la personne dit. C'est ça le plus important. Tu dis, ah d'accord, ok, j'avais pas compris. D'accord, le virus, il vient d'un pangolin. Ah d'accord.
ah, mais il y a un truc qui ne marche pas. Voilà. Et tu reviens, tu dis, ah, mais non, il y a un truc, j'essaie d'accepter ce que tu me dis, mais il y a un truc qui ne marche pas. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut débattre. On reconnaît La vraiment question que je te Colombo, posais ouais. tout à l'heure. Oui, vraiment, ça s'appelle l'ironie socratique. C'est Socrate qui a diffusé cette méthode en Occident avec Épictète aussi, et Diogène, bien sûr, plus tard. Donc, c'est une méthode très puissante parce qu'elle oblige la personne à faire face à ses propres contradictions. Et elle oblige la personne à faire l'effort elle-même. Parce que si vous faites tout l'effort, vous, bon, bah, la personne, elle a juste à se mettre en mode musique d'ascenseur dans sa tête et elle ne vous écoute pas, et elle dit oui, oui, tu es un complotiste ou machin. Bon. Mais voilà, si vous arrivez en disant ah, tu as raison, d'accord, c'est vraiment ce virus ne vient pas d'un laboratoire, ok, bon, très très bien, mais okay. Ah mince, mais ça marche pas parce qu'il y a quand même 2 journaux britanniques, j'ai vu, qui disaient le contraire. Alors, qu'est-ce que tu en penses, ces journaux britanniques? Est-ce qu'ils sont complotistes aussi? Parce que c'est des journaux, c'est pas des blogueurs, c'est pas sur Facebook, etc. Puis là, il y a un scientifique, là, j'ai vu, hein, il s'appelle Dalgesh, un truc comme ça. Bon, il a dit lui aussi que c'était l'hypothèse la plus probable. Alors, puis mince, là, pareil, j'aurais voulu y croire, hein, qu'il n'y avait aucune chance que le Covid sorte d'un laboratoire, mais quand même, dans les emails, il faut aussi, il dit qu'il pense que si, alors qui croire, quoi. Bon, voilà. Et en posant comme ça lentement les questions, on peut aider les gens à comprendre qu'ils sont totalement dans l'irrationalité et que c'est pas parce qu'un mec est en blouse blanche qu'il est plus rationnel que les autres. Enfin, c'est quelque chose, une erreur fréquente qu'on fait de croire que parce qu'un type est universitaire, il est intrinsèquement plus rationnel. Non, non, malheureusement non. Même si c'est dans son métier, il doit pratiquer une certaine rationalité. Mais de la même façon que tu peux avoir des accidents de la route qui sont causés par des chauffeurs de taxi, alors que c'est son métier d'être chauffeur, ça ne les empêche pas d'avoir des accidents. Bah, un chauffeur de la raison, comme un prof d'université, ça ne l'empêchera pas d'avoir des accidents de la raison non plus. Non, puis c'est ça, on n'est pas personne avec la science infuse, puis le savoir absolu. Puis je pense que c'est ça aussi le fondement de la science, c'est les débats. On parle de gens comme toi qui sont allés au front, qui ont dit publiquement ce que vous pensiez, comme Raoul, Dr Fouché, etc. Comment, toi, ça a affecté ta vie personnelle de parler publiquement? Est-ce que tu as eu des menaces? Comment ça l'a affecté? Alors, par rapport à Raoul, vraiment rien du tout. Lui, il a eu des vraies menaces de mort, etc. Bon, moi, tu sais, je dénonçais les vices du monde académique depuis avant cette crise. Donc, j'avais été attaqué bien avant. Ouais. Par exemple, tu as carrément l'École Polytechnique en France qui a menti sur moi, tu vois. C'était une attaque, mais violente, quoi. Les types ont menti, je suis docteur de chez eux, j'ai mon doctorat de chez eux, j'ai ma carte d'étudiant, j'ai payé mes frais d'inscription, j'ai fait mon doctorat. Et les types ont menti sur Twitter, mais sans pitié, quoi. Moi, à l'époque, j'étais en voyage, je n'avais pas pu consulter d'avocat. Le système, tu sais, de la diffamation en France, c'est 3 mois. Donc, tu as 3 mois pour te décider. J'ai rien fait, donc pour l'instant, je ne peux pas les attaquer en diffamation. Mais c'est juste pour montrer. Par contre, eux, ils auraient pu tenter de m'attaquer en diffamation quand je disais qu'ils mentaient, que ce sont des gros menteurs. Je le redis là sur ta chaîne. Bah, évidemment que non, parce qu'ils ne sont pas fous. Ils savent que là, ça va très mal finir pour eux. Ouais. Mais si tu veux, donc les attaques, je connaissais. Je connaissais, et honnêtement, tu sais, Jacques Chirac disait « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre hein. ». Et c'est quand même ça l'idée fondamentale. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu es un vrai guerrier, il y a des tas de gens, tu sais, qui sont vraiment des trouillards, quoi. Enfin, tu le vois, ce que les Américains appellent les chickens, quoi. Enfin, des types, tu les bouscules un tout petit peu, tu t'attaques un tout petit peu leur réputation, donc, et ils partent en courant, quoi. Et puis, tu as les vrais guerriers pour qui c'est pas 2 ou 3 explosions, même à 3 mètres d'eux, qui vont les décourager. Donc, moi, honnêtement, ça n'a absolument rien changé à ma vie. J'ai juste continué ma ligne directrice, qui est de dire la vérité, de dire ce que je pense. Ouais. Et même si ça emmerde des gens, même si le pouvoir n'est pas content, moi, je suis, comme dirait Nassim Nicolas Taleb, je suis self-owned. Je ne rends compte à personne, je suis complètement auto-employé, je n'ai jamais été salarié de ma vie. Ouais. Et donc, personne ne peut faire pression sur moi de façon solide. Les Suisses ont essayé. Donc, j'étais intervenu à une manifestation où j'avais parlé devant 3000 personnes. J'avais dénoncé la corruption en Suisse. Voilà, certaines autorités ont tenté des trucs. Ouais. Ils ont tenté des trucs sales. Les médias, la radio-télévision suisse, quand elle a su, par exemple, que j'enquêtais sur leur réseau pédophile, parce qu'il y avait des affaires pédophiles très graves sur la radio-télévision suisse, et ben voilà, quand ils ont su, ils ont fait pression sur moi, ils ont tenté de m'intimider par email à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché.
J'ai jamais retiré cet article, malgré toute leur pression. Ouais. Et ils savaient très très bien que j'enquêtais sur eux. Donc, si tu veux, faut pas se laisser intimider. Au bout d'un moment, on va tous mourir à un moment. Et donc, le risque, à un moment, il n'existera plus. Tu seras morte, quoi qu'il arrive. Alors, soit tu vas mourir après avoir vécu une vie de confort sans aucune prise de risque, soit tu vas mourir après avoir vécu une vie de prise de risque, ça te regarde. Mais je pense que, comme disait Gandhi, si tu n'as pas une cause pour laquelle tu es prêt à donner ta vie, bah alors tu ne peux pas utiliser ta vie, en fait. Ta vie ne sert à rien s'il n'y a pas une cause pour laquelle tu serais prête à la donner. Ouais. Et bon, là, Raoult, je le connaissais, je savais qui c'était. J'ai commencé par le défendre. Ouais. Et ensuite, en le défendant, je me suis effectivement rendu compte de façon très frontale de tous les mensonges qui étaient transmis par des universitaires, par des médecins, par des autorités, et qui étaient des mensonges qu'un type avec un bachelor pouvait sans problème comprendre et démentir. Ce n'étaient pas des mensonges techniques très compliqués. Ouais. On parlait tantôt de l'importance de parler aux gens autour de nous, de les réveiller peu à peu. Mais ce que j'ai l'impression, Dr Fouché avait dit dans une entrevue que je trouvais quand même vraiment brillant, il avait dit « Quand on prend conscience de ce qui se passe, ce qui est difficile, c'est que ça nous force un appel à l'action. On peut pas être passif face à ce qui se passe. C'est comme si soudainement on est investi d'une mission, un peu comme tu viens de dire par rapport à Gandhi. Je connais personne qui est conscient de ce qui se passe cette année, qui voit comment on perd nos droits, comment on n'a plus le droit d'avoir des liens sociaux, puis qui est vraiment passif, qui reste assis en disant « Oh, moi, ça me dérange pas vraiment. » En fait, tout le monde que je connais autour de moi qui sont conscients ont été aux marches, ont essayé d'en parler à leurs amis, ont essayé d'avoir... Puis j'ai l'impression que le danger de tout ça, c'est que pour les gens qui refusent de voir, parce que je pense qu'il y a un refus quand même pour certaines personnes, même si on leur met tous les faits devant les yeux, ils continuent d'avoir de la dissonance cognitive. Parce que comme je te le disais, il ne faut pas mettre les faits devant leurs yeux, il faut juste poser des questions. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne technique en posant des questions, ouais. C'est moins agressif. Il faut d'abord accepter... Par exemple, aujourd'hui, évidemment, un des sujets le plus censurés sur le plan biomédical dans le monde, ce sont les effets secondaires, ce qu'on appelle les complications post-vaccinales. Ouais. Et c'est vraiment censuré, c'est-à-dire que quand tu le rapportais, vraiment, tu avais un tabassage médiatique, même si tu rapportais des faits. Tu as Eric Clapton qui a même décrit ce tabassage médiatique, parce qu'Eric Clapton a dit « Ne vous faites pas vacciner, j'ai pris un jab ». Ah oui, Eric Clapton, tu vois, tu n'étais même pas au courant. Non. Eric Clapton a déclaré, il a dit qu'il est tombé très malade juste après son jab. Ah ouais. Ce qui était assez prévisible quand on connaît la technologie qu'ils ont présentée, qui n'avait pas été assez testée, qui ne prenait pas en compte tout un tas de terrains allergiques et d'autres situations plus graves. Bon, on savait que c'était quelque chose de risqué et que là, pour le coup, toutes les personnes qui avaient dit que l'hydroxychloroquine tuait, ce qui est un mensonge, l'hydroxychloroquine, même cette année, n'a jamais tué personne, malgré les doses complètement stupéfiantes et criminelles qui ont été administré dans certains essais cliniques, puisqu'on est allé jusqu'à 1800 mg, alors que la dose de charge de l'hydroxychloroquine, c'est 600 mg, tu vois, 3 fois la dose de charge. Normalement, évidemment, on n'administre pas la dose de charge pendant plusieurs jours. Ouais. Mais tous les gens qui s'étaient levés pour dire que l'hydroxychloroquine était toxique, c'était du gaslighting, c'était une déformation de la... C'était un jeu de son et lumière, quoi. C'était pas la réalité. Ouais. Et bien les mêmes refusent de voir en face des cas très sérieux de mort post-vaccinale. On a des morts post-vaccinales avec l'AstraZeneca, avec le Pfizer et avec le Moderna. Ouais. On a des cas de mort post-vaccinale. Bon. Il y avait des vaccins où on n'avait pas de mort post-vaccinale connue, comme le vaccin chinois ou le vaccin Sputnik V. Et ça, ce sont des technologies beaucoup plus connues de virus inactivés qui sont beaucoup plus contrôlables. Mais elles ne sont pas miraculeuses non plus, puisque de toute façon, le problème fondamental, c'est que le SARS-CoV-2 n'est pas beaucoup immunisant. Ah ouais. Et ça, on ne peut pas le transformer. Enfin, il n'est pas beaucoup immunisant. Alors, soit on nous vend en disant, c'est comme les pet rock, comme je te disais, quelqu'un qui te répète suffisamment, non, mais ce n'est pas un caillou que je te vends à 5 pièces, là, c'est un animal de compagnie, en fait. Vas-y, achète. Non, mais c'est un caillou, je pourrais aller à la rivière, j'aurais le même, tu vois, gratuitement. Non, c'est un animal de compagnie, achète. En répétant ça suffisamment, tu peux faire rentrer ça dans la tête des gens. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait rentrer dans la tête des gens? On leur a dit, non, mais c'est un miracle technologique, en fait. D'un coup, comme ça, rien à voir avec l'argent, surtout pas. Non, rien à voir avec l'argent.
D'un coup, on a eu des génies qui ont découvert une nouvelle technologie qui permet de vacciner pour des virus qui sont très peu immunisants. Alors que pour la grippe, on n'a toujours pas de solution. Alors que pour le sida, on n'a toujours pas de solution. On dit, ah oui, non, mais pour le sida, pour la grippe, on n'a pas de solution. Mais alors, pour le SARS-CoV-2, qui en plus est beaucoup moins dangereux que le sida, et même d'ailleurs fondamentalement moins dangereux que la grippe, on l'a démontré, eh bien, là, par contre, ce vaccin, il va marcher. Bon. C'est du marketing. C'est clair. Et là aussi, en posant les bonnes questions, de dire, bon, voilà, Eric Clapton est intervenu et a déclaré qu'il avait subi des censures quand il voulait parler publiquement des troubles post-vaccinaux qu'il avait eus. On a eu plein d'autres cas, donc, et notamment de morts post-vaccinales sur lesquelles la lumière n'a pas été faite. Cette information-là est tellement difficile à propager, comme tu viens de dire. Je n'étais pas au courant pour Eric Clapton. Je me souviens, je suis beaucoup le tennis, puis Novak Djokovic, tôt l'an passé, dans la pandémie, peut-être en avril. Novak Djokovic, parce que lui était au courant d'Eric Clapton. Eric Clapton, d'ailleurs, on l'a appelé Novak Djokovic. Ah oui? On l'a appelé Novak Djokovic parce que... Il ne voulait pas se faire vacciner. Job. C'est ça. Mais bien sûr, il a dit. Mais on le voit bien, on a des athlètes français qui ont renoncé à certaines épreuves suite à l'injection. Pourtant, ce sont des athlètes, donc des personnes en excellente santé physique et en excellente forme physique. Après, sur des jeunes aussi, on a eu 2 morts, pareil, qui étaient des athlètes et danseuses, 2 mortes jeunes en Italie, post-vaccin. Et là, pour le coup, ça a amené une commission d'enquête. Bon. Mais effectivement, les médias n'en parlent pas. Non, c'est ça. Et on a à peine un pauvre journal en Irlande qui a eu le courage de titrer « Vaccine, entre guillemets, vaccine death rising », quelque chose comme ça. Donc, les morts vaccins, entre guillemets, pour se protéger légalement, en augmentation. Voilà, c'est tout. Bon. Alors que, et je te dis, les mêmes qui disaient que l'hydroxychloroquine tuait, parce que dans le Lancet, il y avait quand même marqué que l'hydroxychloroquine tuait 10%. 10%. Alors qu'elle est prescrite depuis 75 ans. Elle a été administrée à plus d'1,5 milliard de personnes, minimum, peut-être 2 milliards. Ouais. Donc, on aurait dû voir 200 millions de morts de l'hydroxychloroquine. On ne les a jamais vus. Voilà. Non, et même quand ils ont mis des doses de cheval, on ne les a jamais vus. Ouais. Par contre, des morts post-vaccinaux, on en a vu. Ouais. On en a vu avec des symptômes qui étaient toujours les mêmes. Des embolies, des thromboses thrombocytopéniques, donc un manque de plaquettes, qui fait que des arythmies aussi, qui ont été rapportées. Donc, on a plus de 700 000 signalisations rien qu'en Europe. Hein. Wow. 700 000 signalisations. Wow. Bah non, il y a une chape de plomb, tu ne peux pas parler de ça. Non, c'est ça, on ne peut pas en parler. Djokovic s'est fait dire par l'ATP qu'il fallait qu'il retire ses propos par rapport au fait qu'il ne voulait pas le vaccin. Donc, puis moi, j'avais fait une vidéo sur la censure. Je dénonçais la censure sur Internet, puis je me suis fait censurer la semaine dernière. Cette vidéo-là a été supprimée par YouTube. Bah, j'avais fait une vidéo sur Sputnik, qui est un média affilié à la Fédération de Russie, et où j'avais dit un truc très simple. J'avais dit, écoutez, le vaccin, c'est une technologie. Donc, tu ne peux pas appeler anti-vax quelqu'un qui représente la sûreté sur cette technologie. Par exemple, quelqu'un qui inspecte un avion, il n'est pas anti-avion. Moi, je me souviens de cette capsule-là, je l'avais vue, ouais. Tu l'avais vue, bah, elle a été censurée. Non, ah ben, ok, c'est ça, ça me surprend pas. Elle a été censurée. Je disais, écoute, quelqu'un qui inspecte un avion, il n'est pas anti-avion, il est pro-avion. En fait, ce type, il est bien pour la technologie des avions, il est bien pour l'aviation, parce que plus on aura d'avions sûrs, mieux ce sera. Quelqu'un qui inspecte les vaccins, il est bon pour la technologie des vaccins. Pourquoi tu veux l'empêcher? Un vaccin, c'est comme un avion, il peut se crasher, la technologie peut ne pas être au point. Simplement, pour un crash d'avion, tout le monde peut le voir. Pour un crash de vaccin, tu peux cacher. Tu peux dire non, non, en fait, il est mort d'autre chose. Cette gamine de 17 ans en pleine forme, là, qui allait concourir pour un match de tennis. C'est ce qui s'est passé donc en Italie. Une jeune fille de 17 ans, j'ai oublié son nom, mais qui était espoir prometteur pour le tennis italien. Elle est morte. Bon, peu de temps après son vaccin et avec des symptômes qui étaient très comparables à d'autres personnes mortes peu de temps après le vaccin. Donc, mais ils ne font pas les corrélations. Oui, non, mais ça, c'est un hasard. Elle aurait dû mourir de toute façon. Bon. Évidemment, si c'était arrivé pour la chloroquine, alors tu peux être sûr qu'elle aurait dû mourir de toute façon. Ça ne serait jamais arrivé comme argument, exactement. Ouais. Donc, voilà, j'avais juste dit ça, puis j'avais dit effectivement, il faut savoir quelle technologie on prend. De dire, c'est pas être anti-vax que de dire que les vaccins, ça sert dans certains scénarios et que les traitements, ça sert dans d'autres scénarios. Que par exemple, si jamais tu veux faire, Montréal-Mirabel, tu ne prends pas l'avion. Tu vois, c'est simple.
Si tu veux faire Montréal-Mirabel, tu prends la voiture. Parce que ça ne sert à rien de prendre l'avion. La distance est trop courte. Donc, il y a des situations où c'est intéressant d'avoir un vaccin, comme pour l'hépatite C, typiquement. Puis il y a des situations, ou tétanos. Il y a des situations pour des maladies qui ne sont pas du tout immunisantes. Et moi, je peux en parler d'autant plus que j'ai été vacciné contre la grippe. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai tout de suite été alerté, parce que moi, je me suis vacciné contre la grippe. J'ai attrapé la grippe quand même. Ouais. L'année, évidemment, quelques mois après ma vaccination, je l'ai attrapé quand même. Et c'était, un médecin m'a confirmé que c'était une grippe, c'était pas genre un adénovirus, etc. Je fais tous les tests. Même j'étais dans un labo de biologie à l'époque, donc ils ont pu faire les tests complets, me dire oui, c'est une grippe. J'ai pris un vaccin contre la grippe. Bah oui, mais la grippe, ça mute. Tu devrais le savoir, tu es biologiste. Je fais d'accord, mais c'est bon, vous dites ça au médecin, il va se foutre de votre gueule. Ah oui, mais bon, toi, tu es biologiste, tu sais que le virus influenza, il mute. Et tu sais qu'il n'est pas immunisant. Que bon, tu l'as une année, tu peux le revoir une deuxième fois la même année si jamais tu voyages, et que si tu es vacciné, les vaccins contre la grippe, pardon, mais c'est pour les personnes âgées. Puis un autre argument qui est apporté dans la capsule, c'était l'aspect financier, en fait, que je trouvais... c'est comme si c'est un immense éléphant dans la pièce. Personne n'a le droit de dire que ces compagnies-là se font, Big Pharma se fait des milliards et des... On doit avoir... Il y a deux choses que tu n'as pas le droit de dire. Tu n'as pas le droit de dire qu'elle se fait des milliards. Donc, Moderna, par exemple, Moderna, c'est magnifique. Hein. Autant Pfizer, c'est une compagnie pharmaceutique qui existait avant. Alors, certes, comme Gilead, comme AstraZeneca et comme d'autres, elle avait un casier judiciaire horrible, vraiment horrible. Et on doit en reparler. Mais, OK, Pfizer, il faisait d'autres médicaments, à commencer par le Viagra. Bon, voilà, tout le monde connaissait ça. Mais Moderna, ils n'avaient rien fait, quoi. Et du jour au lendemain, boum, ils partent à 40 milliards. Enfin, tu regardes le cours aujourd'hui en bourse de Moderna, enfin, je ne sais même pas s'ils sont cotés en bourse, je ne sais plus, mais en tout cas, ils ont une valorisation aujourd'hui investisseur qui est en dizaines de milliards. Donc, je suis quasiment sûr qu'ils sont en bourse. Donc, mais les mecs, ils n'ont rien fait. Enfin, ils ont juste un prototype. Et comme ça, du jour au lendemain, ils pèsent plusieurs dizaines de milliards. Et vous pensez qu'ils n'auraient pas intérêt à surjouer la valeur de ce prototype, à cacher les informations contradictoires? Vous pensez vraiment qu'ils vont être gentils? Et là, tu as plein de journalistes qui n'ont pas fait leur travail, normalement. Ils devraient être là, ils devraient enquêter, ils devraient contredire, ils devraient dire non, désolé, en fait, je ne vous fais pas confiance. Moi, je sais que c'est dans votre intérêt financier, à coût de dizaines de milliards, de me vendre ce vaccin, de me dire qu'il est efficace alors qu'il ne l'est pas, ou de me dire qu'il est efficace à 95% alors qu'il est peut-être efficace à 40 ou à 30, ce qui serait d'ailleurs déjà intéressant, mais on voudrait avoir les vrais chiffres. Et donc, moi, je vous contredis. Ben non, personne n'a fait ça. Non, en fait... Ça, c'est le premier truc que tu n'as pas le droit de dire. Et le deuxième truc que tu n'as pas le droit de dire, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est que toutes ces boîtes ont un casier judiciaire immonde. Gilead, ils ont été attaqués pour des morts de patients dans des phases de test. On a donc Pfizer. Pfizer, ils ont un casier judiciaire, mais choquant. C'est comme si, vraiment, tu disais, allez, voilà la nouvelle nounou, la nouvelle babysitter pour ton enfant. C'est un ex-détenu. Voilà, en fait, elle est pédophile, toxicomane et terroriste, mais elle est sortie de prison. Et franchement, elle a payé sa dette à la société. Voilà. Vas-y, est-ce que tu... Enfin, c'est même pas vas-y, en fait, elle va s'occuper de tes gosses, tu n'as pas le choix. Pardon, je dis gosse, alors désolé, on est au Québec. On comprend quand même. Voilà, donc je vais dire enfant, hein, pour les Français de France. Ça ne veut pas dire la même chose. Mais je sais que Tête à Claque a fait un magnifique sketch là-dessus. Alors, tu t'ajusteras. Donc, on va dire, voilà, tu as cette babysitter qui va s'occuper de tes enfants, alors qu'elle est toxicomane, terroriste et pédophile. Mais encore une fois, elle a payé sa dette, elle a fait sa prison, donc il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. Mais tu n'as pas le choix, on ne t'en offre pas une autre. Je dis, mais ferme ta gueule, enfin, j'ai pas envie, je ne confie pas mes enfants à cette personne. Bah là, on dit, si, confiez vos enfants, parce qu'il faudra vacciner les enfants, t'inquiète pas, à des compagnies qui ont menti, en fait, et qui ont tué. Tu vois, les scandales. Alors, tu fais la liste des scandales sanitaires. Tu sais, mais ces compagnies, on sait qu'elles tuent. On sait que quand elles tuent, elles ne payent qu'une petite amende. Exact. C'est pas grave, ça fait partie du business model. Personne ne va en prison. Non. Personne ne va en prison. Non. Scandale en France, on a eu donc le Mediator, le Levothyrox, le Vioxx. Tu as une liste longue comme le bras de scandales sanitaires où tu as eu des morts et où tu as eu personne en prison. Ou parfois, dans l'affaire du sang contaminé, par exemple, les personnes, les plus grands barons de l'affaire du sang contaminé, je pense à
à un type qui s'appelle Jacques Biot, qui a été quand même président de l'école polytechnique en France. Il n'a pas fait un jour de prison, ce monsieur. Non, c'est ça. Il est juste parti dans une compagnie pharmaceutique après. Ah ben, écoute. Pas un jour de prison et promu président de l'école polytechnique. Donc voilà, ça, c'est les deux choses que tu n'as pas le droit de dire dans les médias. Tu n'as pas le droit de dire que ces compagnies pharmaceutiques, elles ont un casier judiciaire très lourd, très lourd, des milliards de dollars d'amende. Et tu n'as pas le droit de dire que, bah oui, en fait, c'est un business, qu'elles gagnent de l'argent, beaucoup d'argent. Non, c'est ça, ils font tous par altruisme. L'information précédente montre qu'elles s'en foutent de la vie humaine. Surtout, c'est ça, je voulais conclure là-dessus. L'information précédente, le casier judiciaire, montre le prix qu'elles donnent à une vie humaine. Et c'est 10 000 $, quoi. Un mort, 10 000 $, grand max. Ouais, puis c'est ça, il y a eu tellement de non-sens dans tout ça. Pour moi, c'est une évidence que la vie humaine a un prix qui n'est pas si haut que ça. Là, soudainement, il fallait sauver tous les aînés. Jamais, en tout cas au Québec, nos aînés, on les laisse crever dans des maisons, on s'en occupe pas. Je veux dire, ça n'a jamais été un exemple à suivre. Notre modèle de société fait plutôt pitié là-dessus. Mais là, soudainement, cette année, il fallait tous les sauver, un par un. Il ne fallait pas qu'ils attrapent la COVID. Donc, pour moi, tous ces non-sens-là ont fait que j'ai eu vraiment beaucoup de la difficulté à adhérer à ce discours. Puis je trouve ça super intéressant de parler de la pandémie avec toi, Idriss. Puis j'aurais envie qu'on dérive peut-être un peu vers le système en général, parce que je pense aussi qu'il y a un effondrement du système qui vient avec la prise de conscience qu'on nous manque, que nos dirigeants ont peut-être des conflits d'intérêts. Puis ce système-là, c'est un système de contrôle dans la matrice quand Morpheus... non, c'est ça, Néo demande à Morpheus, c'est quoi? What is the Matrix? La réponse, c'est le contrôle. On est dans un système de contrôle. Est-ce qu'on est libre ou on est contrôlé déjà? Bah non, puisque c'est nos désirs qui nous contrôlent. Donc déjà, contrôler nos désirs, nos leviers, ça suffit à nous contrôler. Donc on a des désirs positifs, par exemple une voiture, une maison, bien manger, voyager, faire l'amour, etc. Et on a des désirs négatifs, ne pas mourir, avoir une bonne réputation, donc ne pas avoir une mauvaise réputation. Et donc une fois que tu sais autour d'une personne quels sont tous ses désirs positifs et négatifs, bah, si jamais ça compte vraiment pour cette personne, tu la contrôles. Tu la contrôles, c'est tout. Donc, tu peux contrôler ses désirs positifs, sa libido, ses désirs matériels, donc voilà, maison, voiture, etc. Tu peux contrôler ses désirs négatifs, ne pas être exclu par le groupe, ne pas perdre son emploi, ne pas mourir. Ouais, les gens te disent, tu ne connais rien, tu n'es pas biologiste. Bah, tu vas mourir. Non, mais c'est un médecin, il a une blouse blanche. Et on le sait depuis l'expérience de Milgram qu'il suffit de porter une blouse blanche pour que la plupart des gens fassent tout ce que vous dites. L'expérience de Milgram l'a clairement démontré. On a un type en blouse blanche qui dit de faire n'importe quoi, mais il dit non, mais j'assumerai, vous inquiétez pas. Ça, c'est avec les chocs électriques où on donne une dose. Où il y a des faux chocs électriques. Alors, le sujet ne sait pas que c'est des faux, mais il y a un acteur en face qui joue comme s'il était tordu de douleur. Et dans l'expérience de Milgram, c'est M. Milgram qui est en blouse blanche et qui s'assoit à côté de la personne testée et qui lui dit « Allez-y, envoyez des décharges électriques ». Et la plupart des gens le font. Il y en a qui ne le font pas. Il y a des héros. Ça me rassure. Mais ce n'est pas la majorité. Donc, on le sait, ce monde fonctionne sur le contrôle des désirs des gens. Voilà. Et le crédit participe de ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé vraiment une gradation des désirs, genre la Lamborghini, tu ne l'auras jamais. Mais par contre, il y a des gens qui l'auront, ils la mettront sous ton nez pour bien te montrer que c'est possible quand même, que éventuellement tes enfants, en tout cas, aient envie de l'avoir. Même si statistiquement, la plupart ne l'auront jamais. C'est tant mieux d'ailleurs, parce que pour la planète, si tout le monde roulait en Lamborghini, ça poserait un certain problème. Mais fondamentalement, une fois que tu connais tous les désirs positifs et négatifs des gens, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et ça marche très très bien, tu le vois. Donc, parmi les deux grands pôles, tu as Eros et Thanatos. Eros, donc, c'est le sexe, et tu peux l'amplifier à tous les plaisirs. Et Thanatos, c'est la mort, donc la peur. Ben voilà, une fois que c'est les deux grandes variétés de leviers, tu as d'autres désirs, bien sûr, hein, mais par exemple, donc être exclu du groupe, ça fait très mal. Ouais. Être exclu du groupe, ne pas être reconnu par ses pairs, ça fait très mal pour le cerveau humain. Moi, je m'en fous complètement, et c'est ce qui fait que les gens m'aiment, en fait, et c'est ce qui fait que les gens ont acheté mes bouquins. Et pareil pour Nassim Nicolas Taleb, qui est un de mes héros. Nassim Nicolas Taleb, il s'en fout que ses pairs le reconnaissent ou pas, il sait qui il est. Au contraire, lui, une fois que quand ses pairs commencent à le reconnaître, il dit « Ouh là là,
pas Il y a bon un signe problème. ça. Je suis en train de devenir, voilà, je suis en train de devenir un mauvais penseur, un mauvais scientifique. Donc, parce que voilà, faut arrêter de croire que la science c'est la reconnaissance par les pairs en mathématiques, qui est la reine des sciences. Un type comme Grigory Perelman, il publie dans une revue sans aucun comité de lecture. C'est le plus grand mathématicien vivant aujourd'hui, Grigory Perelman. À aucun moment il a essayé d'être reconnu par ses pairs. Et quand il a eu la médaille Fields, il n'est pas allé chercher le prix. Il a dit: je vous emmerde, moi je fais des maths en fait. Vos bricoles là, vos cocktails avec des petits fours, etc. entre universitaires, ça m'intéresse pas. Voilà. Ouais. Moi, je suis mathématicien, je fais des maths. En fait, et si tous les mathématiciens faisaient des maths, ça serait mieux. Bon. Mais voilà. Donc fondamentalement, une fois que les gens n'ont plus de levier sur toi, c'est là que tu es vraiment libre. Et c'est pour ça que tu avais Diogène qui nous l'avait rappelé dans l'Antiquité. Diogène était un peu le pire ennemi de Platon. Parce qu'en fait, l'académisme naît avec Platon. C'est d'ailleurs l'académie, Académos, hein, c'est fondé par Platon. Académos, c'est un riche grec qui fournit un terrain à Platon pour fonder l'académie. Et ça n'enlève rien au monument de la philosophie mondiale qu'est Platon, mais Platon avait déjà trahi Socrate, dans le sens que Socrate était parfaitement conscient du fait que dès qu'on créerait une académie, on allait détruire la philosophie. Et c'est pour ça que Socrate n'enseignait pas la philosophie par les livres, par les écrits. Il enseignait la philosophie par les conversations live entre un maître et un élève. Et Platon, évidemment, heureusement qu'il a pris des notes, heureusement qu'il a écrit, parce que c'est quand même évidemment des chefs-d'œuvre de la philosophie qu'il nous a laissés, mais le ver était dans le fruit, parce que c'est la direction qu'on prend. Quand on commence à administrer la liberté, quand on commence à administrer la sagesse, la liberté, c'est la sagesse fondamentalement. Quand on est sage, on est vraiment libre. On est vraiment libre que quand on est sage. Quand on commence à administrer la sagesse et la vérité académique, on la tue. Parce qu'on la bureaucratise, on ouvre la porte à la corruption. Et donc c'est pour ça, par exemple, que Platon avait essayé de définir l'homme comme un bipède sans plumes. Et Diogène était venu le voir. Donc Diogène, il vivait dans un tonneau. Enfin, c'est pas exactement, c'était une amphore ou un tonneau, mais il vivait dans la rue. C'était un clochard, Diogène. Et il s'appelait le cynique, enfin le mouvement des philosophes cyniques, parce que cynos en grec, ça veut dire kunos, ça veut dire le chien. Donc qui vivait comme un chien. En fait. Ah ouais, okay. Et Diogène contredisait Platon. Donc voilà, quand Platon arrive et dit l'homme est un bipède sans plumes, Diogène arrive avec un poulet plumé et il dit voilà l'homme de Platon. Un poulet sans plumes, c'est bipède aussi. Donc, et Platon dit ah bon, alors je me suis trompé dans ma définition, alors c'est un bipède sans plumes avec des ongles plats. D'accord, Diogène aurait très bien pu prendre un marteau et aplatir les griffes du poulet, et c'est sans fin. Tu vois, ça, c'est plus de la sagesse. C'est là que je voulais en venir. Quand tu fais ça, tu pratiques plus la sagesse. Ouais. Quand tu fais ça, tu pratiques une sorte d'orthodoxie mécanique que beaucoup d'universitaires confondent avec la science. Mais tu as déjà bureaucratisé la vérité, si tu veux. Et donc, aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'est pas libre, c'est qu'il n'y a plus Diogène en face. Il y en a quelques-uns. Des gens comme Diogène, c'est Fouché, c'est Péronne, c'est Raoult, c'est des gens qui n'en ont rien à foutre. Tu vois, Raoult, il roule en Dacia. Enfin, les médecins qui viennent le contredire, moi j'aimerais bien qu'on enquête un petit peu sur les médecins qui sont venus le contredire sur les plateaux français, par exemple Gilbert Deray, dont on sait qu'il a des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique, qu'il a touché des centaines de milliers d'euros. J'aurais bien aimé qu'on voit en quoi il roule lui. Ouais. Raoult, il a sa petite montre Swatch, il roule en Dacia, il n'en a rien à foutre, rien du tout. Et on l'a accusé, ça qui est magnifique, c'est que dans un temps comme le nôtre, les innocents sont les coupables et les coupables sont les innocents. Ouais. C'est Richelieu qui avait dit ça. Richelieu avait dit « Donnez-moi 5 lignes écrites par l'homme le plus honnête du royaume et je trouverai de quoi le faire pendre. » Ouais. Il avait dit ça. Donc déjà, Richelieu le savait. Il avait dit « Vous me donnez 5 lignes écrites par l'homme le plus honnête de tout le royaume. Je trouverai de quoi le faire pendre. La peine capitale, pas de quoi lui faire une amende, pas de quoi le mettre en prison, de quoi le faire pendre. » Et on en est encore là aujourd'hui. Ouais, donc Raoult, par exemple, il a été attaqué soi-disant parce qu'il y avait une facture d'une vingtaine d'euros à l'IHU, un truc comme ça. 20 ou max 180 euros, tu vois. Alors qu'en face, tu as des médecins dont on a la preuve qu'ils ont pris des centaines de milliers d'euros de l'industrie pharmaceutique et qu'ils étaient payés par Gilead pour faire la promotion du Remdesivir, qui est un médicament toxique qui ne marche pas. Et eux, aucune enquête. Rien ne s'est passé avec eux. Raoult, un truc, en plus la facture était fausse, c'est ça qui est magnifique, c'est que non seulement le montant était juste ridicule, mais la facture était fausse. Voilà, mais c'est sorti dans la... Il n'y avait vraiment rien. Libération qui a sorti ça, ne sait pas, bien sûr, Libération, le journal
donc milliardaire qui appartient au groupe Altis, donc groupe milliardaire, journal qui appartient à un groupe milliardaire, rappelons-le, on ne le rappelle pas assez, eh bien, ne s'est jamais excusé. Non, ben ça, les excuses, ça n'existe pas, hein? Non. Non. Mais justement, tu as beaucoup dénoncé le système éducatif, l'école, puis le fait qu'on met notre cerveau dans une boîte dès la naissance. On nous apprend à se conformer très, très, très jeune, dès la tendre enfance, la garderie. Donc, tôt, on nous fait rentrer dans le système, puis on nous explique que c'est comme ça que ça va se passer dans la vie. Je me souviens quand je suis rentrée à l'école, quand j'avais 5 ans, j'avais hâte de rentrer à l'école parce que j'ai une grande sœur, j'avais hâte d'être comme elle. Puis le jour que je suis arrivée à l'école, finalement, j'ai vraiment, vraiment pas aimé ce sentiment de pas de liberté, d'avoir un cadre. Je suis un esprit libre, comme tu disais tantôt, j'ai jamais eu d'employeur, je suis travailleur autonome. Toute ma vie, je me suis organisée pour être le plus libre possible. Mais à 5 ans, j'avais pas ce choix-là. Quand on m'a rentrée à l'école, le soir, je pleurais à ma mère, puis je lui ai demandé c'est quand que ça finissait, ça, finalement, l'école. Puis là, elle s'est mise à calculer avec moi. Ben, elle dit, il y a le primaire, après il y a le secondaire, puis ici, on a le cégep. Puis là, ça allait à 18 ans. Puis je me rappelle vraiment de ce moment-là où je pleurais, puis j'ai demandé à ma mère, mais à quoi ça sert de vivre? Parce que soudainement, je voyais plus l'intérêt, il n'y avait plus de plaisir. On m'avait enlevé le plaisir de vivre, j'avais plus le droit de jouer, j'avais plus le droit d'être libre. L'école n'est pas faite pour jouer, c'est faite pour... C'est sérieux, l'école. Même à 5 ans, c'est sérieux. C'est ça, tu l'as parfaitement dit, le fait d'enlever le plaisir, c'est criminel. Ouais. C'est criminel. D'ailleurs, Vittorino da Feltre, qui est un des grands humanistes, son école, il avait appelé la Ca Gioiosa, la maison joyeuse. Et donc, c'était à la Renaissance. À la Renaissance. Et Aristophane, l'auteur dramaturge grec, qui critiquait beaucoup Socrate d'ailleurs, avait dit l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Ouais. Ça a été repris par Rabelais. Donc, c'est criminel d'avoir enlevé le plaisir dans l'éducation. Et justement, le monde de demain, eh ben, il va accoucher notamment par le homeschooling ou les coopératives éducatives. Mais il n'y a pas des lois qui se passent pour interdire ça, d'ailleurs, en France? Justement, en France, ils essayent. Il y a eu des députés très courageux comme Cédric Villani qui a sorti son courage et qui a dit non, moi je suis Cédric Villani, je suis médaille Fields. Je suis le plus grand mathématicien vivant en France. Désolé, mais moi je vais homeschooler mes enfants. Mais moi aussi. Donc, voilà, vous pouvez toujours essayer de l'intérieur. Moi je vais les homeschooler en partie. Pas de problème à ce qu'ils aillent à l'école aussi. Enfin, tout est possible, on peut faire de l'hybridation. Ouais. Mais je veux avoir ce droit parce que tu sais, le plus jeune bachelier, donc je ne sais pas comment vous dites bachelier on dit bachelier aussi. Tu vois ton diplôme. Ouais. Bachelier? Non, bachelier, c'est pas bachelor. Hein. C'est bachelier pour le baccalauréat, non? On n'a pas du tout le même système scolaire. Oui, baccalauréat pour vous, c'est à 21 ans, c'est ça? Exact. C'est le premier degré d'université. Après, il y a la maîtrise, puis après, il y a le... Donc, le baccalauréat en France, c'est le premier degré de la sortie du lycée. Ah voilà, ce serait le cégep pour nous. On est les seuls au monde à avoir un cégep. C'est même en Ontario, ils n'ont pas ça. C'est comme tout de suite après le secondaire. Bon, en tout cas, donc, le plus jeune de France à avoir eu ce diplôme, en France, qu'on appelle donc baccalauréat, mais qui n'est pas, on appelle ça la licence, nous, le premier diplôme du supérieur, pardon. Donc, le plus jeune de France à avoir eu son diplôme du lycée, il s'appelle Arthur Rami Andrizoa. Il avait 11 ans et 11 mois. Wow. Et bien, il a été entièrement élevé à la maison. Wow. Entièrement. Et donc, il a écrit un livre dessus qui s'appelle La méthode Arthur et un autre qui s'appelle Mon école buissonnière, où il explique comment ses parents lui enseignaient par le plaisir. Il n'y a aucune chance dans le système éducatif français qu'il ait son diplôme de fin d'études secondaires, donc c'est ça, lycée, à 11 ans. C'était impossible, ça. Non. Ce n'était possible que s'il avait des parents qui l'aimaient, qui le faisaient jouer, qui le faisaient apprendre en jouant, qui ne détruisaient pas son enthousiasme en essayant de le bureaucratiser à outrance, exact. Et qui ensuite lui disaient « Je crois en toi, tu peux passer l'examen même si tu as 11 ans. » Parce que, évidemment, dans la bureaucratie scolaire, on lui aurait dit « Mais pour qui tu te prends ? Oui, pour qui tu te prends d'essayer de passer à 11 ans ?» On lui aurait dit « Allez, à la limite, tu peux sauter des classes, tu peux essayer de le passer à 15, c'est bien, 15, 14, mais à 11, tu es complètement fou. Pour qui tu te prends ?» Donc, ça prouve la puissance du mentorat et idéalement du homeschooling qui nécessite, là aussi on en revient à l'esclavage, c'est-à-dire quand les gens doivent travailler 10 heures par jour, plus faire 1 heure de voiture, 2 heures de voiture, plus travailler donc 8 à 10 heures,
Comment tu veux qu'ils aient le temps d'enseigner à leurs enfants? Comment tu veux qu'ils aient le temps de transmettre quelque chose? Impossible. Alors, au Danemark, ils font des coopératives de parents. Chaque parent donne 5 heures par semaine. Ouais, c'est Donc, fort. vu qu'il faut 40 heures pour les enfants, bah, voilà, si tu as 8 parents, c'est bon. Ben Donc, si oui. tu as 4 couples, c'est bon. Ça incite à la communauté aussi, s'entraider, à une espèce de valeur qu'on a beaucoup perdue. Absolument. Et même après, ils peuvent se faire crédit entre eux. Ça peut aller très, très loin. Tu peux avoir des gens qui s'aident, même dans des cas plus compliqués économiquement. Ouais. Mais effectivement, ça crée de la fraternité. Donc, il suffit, pour faire une coopérative étudiante, il suffit de 4 couples qui chacun disent je vais faire mon devoir 5 heures par semaine. 5 heures, c'est pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis ça offre aussi une qualité de vie à. Je pense que cette année, ça a été quelque chose qui a frappé beaucoup de parents. Il y a énormément de gens qui sont mis à faire l'école à la maison parce qu'on ne pouvait pas supporter l'idée d'envoyer nos enfants à l'école avec un masque. Il y a eu tellement de détresse chez les jeunes, bon, de l'anxiété de ne pas pouvoir jouer avec leurs amis. Je pense qu'on s'en va vers une société qui a de plus en plus envie de choisir l'école à la maison pour plusieurs raisons. Moi, c'est quelque chose que je vais vraiment considérer. D'ailleurs, parce que j'étais malheureuse à l'école, là, pandémie, pas pandémie, j'étais pas bien dans le système scolaire. J'étais une première de classe, là, ça veut pas dire que j'étais pas bonne à l'école, mais j'étais pas heureuse. Ça correspondait pas à ma façon d'apprendre. Puis, je me pose la question, j'ai vu que c'est ça, en France, ils essayaient, je pense que c'est en septembre, qu'ils voudraient comme interdire l'école à la maison, puis commencer l'école à partir de 3 ans. Est-ce que c'est... Ouais, mais cette loi est encore en discussion. Je n'ai pas suivi tous les débats sur cette loi, mais moi, de toute façon, je suis expatrié maintenant. Je ne vis plus en France, justement pour ce genre de choses. Parce que moi, ce n'est pas compliqué. Si cette loi passe, jamais je lève mes enfants en France. De toute façon, mon plus grand regret, moi, je suis un patriote et un souverainiste. J'aime la France. Ouais. J'aime la France. Mais mon plus grand regret, c'est quand même d'avoir étudié en France. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la France, c'est parce que le système éducatif français, sa bureaucratisation, est devenu insupportable. Ouais, vraiment. Insupportable. Et surtout malhonnête. C'est-à-dire, je te dis, quand tu as carrément l'école polytechnique qui ment sur toi alors que tu as fait ton doctorat chez eux, au Québec, ça n'aurait pas pu arriver. C'est parce que tu choques trop, c'est ça qui s'est passé? Tu les as trop dérangés? Je les gênais, tu sais, il y avait des jaloux, tu as eu un peu de tout, mais fondamentalement, tu sais, c'est aussi des gens qui n'ont pas de courage. Je pense que le problème, il est vraiment là. Donc, il a suffi que 2 ou 3 de mes ennemis les appellent au téléphone pour que eux, ils ont eu une ablation du courage. Ce n'est pas des gens qui sont courageux, tu vois. Ouais. Donc, bon, bah, voilà, ils sont là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient en train de trembler. Et donc, immédiatement, ils ont fait un communiqué sur Twitter qui, j'insiste, était mensonger. Donc, et qui est encore sur Wikipédia aujourd'hui, et qui est utilisé, oui, c'est ça. mais qui est un mensonge. Donc, ça ne serait pas arrivé pour moi si j'avais été, par exemple, au Canada, si j'avais été aux États-Unis. C'est pour ça que je dis dans plusieurs vidéos que mon pire regret, c'est d'avoir étudié en France, parce que ce genre de corruption est possible en France. Tu as le droit. Ouais. Ce genre de corruption peut-être. Et fondamentalement, c'est quelque chose d'insupportable. Mais si jamais cette loi passait, en tout cas, jamais mes enfants n'étudieraient en France. Jamais. Jamais. Parce que là, tu sais, la raison pour laquelle tu as autant de gens qui ont été soumis au masque, qui ont été soumis à l'arbitraire de l'État, à la stupidité, à l'arbitraire de l'État, c'est parce qu'ils l'ont appris à l'école. Ouais. Tu sais, nous, on grandit avec un esprit critique. Les gens nous transmettent un esprit critique. Mais la capacité à court-circuiter cet esprit critique parce que l'autorité a dit le contraire, ça, c'est à l'école que tu l'apprends. Ouais. La soumission à l'autorité, c'est à l'école que tu l'apprends. Exact. Donc, c'est à l'école qu'on te dit l'État, etc. Il a raison, en fait. Et même s'il te dit n'importe quoi, même s'il te dit que le ciel, il est vert fluorescent, en fait, il a raison. Ouais. Bon, ça, justement, notre époque nous a montré les limites de ce système et que la meilleure façon de s'en libérer en une seule génération, c'était d'élever des enfants qui étaient capables de penser par eux-mêmes. Oui, on dirait que c'est pas du tout dans l'intérêt de nos gouvernements de faire ça parce qu'il y a tout intérêt à créer une... C'est beaucoup plus facile qu'on le croit. Comment? C'est beaucoup plus facile qu'on le croit. C'est beaucoup plus facile qu'on le croit de faire du homeschooling. Ah oui? En réalité, tu n'as même pas besoin de 40 heures. Non, c'est ça. En réalité, 15 heures par semaine déjà, tu peux transmettre des connaissances de très haut niveau à tes enfants. Exact. Surtout en faisant en sorte de les rendre autonomes le plus vite possible, en leur transmettant un enthousiasme, en essayant de jamais détruire leur enthousiasme. En plus, quand tu fais du homeschooling, tu ne les notes pas, tu t'en fous de la note. Tout ce que tu fais, c'est les corriger. Et la correction et la note, ce n'est pas la même chose. Tu sais que dans l'éducation, on fait cette erreur de confondre correction et note. Tu ne peux pas apprendre sans correction, ce n'est pas possible. Quand tu apprends à conduire, quand tu apprends à danser, tu apprends à dessiner ou à faire du piano, tu ne peux pas apprendre sans correction. Par contre, tu peux apprendre sans note. C'est-à-dire les princes, ils apprenaient sans note, ils ne pouvaient pas noter les princes. Donc, ils avaient un précepteur qui les corrigeait.
Mais tu n'allais pas leur mettre une note, de toute façon, que tu lui mettes 0 ou que tu lui mettes 20, il va être roi quand même, hein, ça ne change rien, ça. Donc, et à la limite, quand il a fallu noter des princes, on leur mettait toujours d'excellentes notes, évidemment, pour montrer que c'était des génies, mais en fait, en vrai, on ne les notait pas. Donc, tu peux apprendre sans être noté, par contre, tu ne peux pas apprendre sans être corrigé. Alors, la note, c'est intéressant quand même pour la confiance en société. Par exemple, un médecin, tu es content de savoir qu'il a été noté. Un pilote d'avion, tu es content de savoir qu'il a été noté, mais c'est administratif, la note. Ça n'est pas intrinsèquement fait pour apprendre. C'est fait pour faire confiance à quelqu'un sans avoir suivi tout son cursus. Mais la correction, c'est nécessaire. Or, quand tu écœures des enfants, quand tu les rends, tu les rends peureux de l'école, bah, tu les rends allergiques à la correction. Ouais. Tu fais qu'ils n'ont plus envie d'être corrigés, en fait. Ils n'ont même plus envie de recevoir l'attention du professeur. Et ça, c'est grave parce qu'après, ils ne peuvent plus apprendre. C'est comme ça que tu as des gens qui ne peuvent pas apprendre les mathématiques, par exemple. Ils ont peur de la correction. Bah voilà, leur cerveau, il a reçu le logiciel qui dit à chaque fois que tu fais ça, il se passe un truc horrible. Donc, touche pas à ça, parce qu'à chaque fois que tu touches ça, il se passe un truc horrible. Ouais. Donc, c'est l'énorme avantage du homeschooling, c'est ça. C'est que tu peux, de cette manière-là, garder l'éveil et garder le plaisir, le bonheur de tes enfants en permanence. Puis je pense aussi qu'un parent foncièrement a à cœur le bonheur et le plaisir de ses enfants, alors qu'à l'école, quand il y a une classe, je ne sais pas, sont 20, 25, ben c'est pas du tout la même dynamique. Puis il y a souvent des enfants qui retardent le groupe. Donc il y a quand même énormément d'avantages à faire l'école à la maison. Ici au Québec, ce qu'ils veulent faire, puis je trouve que la nuance est toute là, c'est qu'ils vont quand même permettre de faire l'école à la maison. Le gouvernement Legault, en fait, il est en train il y a un nouveau projet de loi, mais ils vont obliger tous les enfants à quand même passer les examens du ministère, tous les tests, les notes. Donc, c'est nous forcer quand même dans le système. Comment? Ce sera tous les combien de temps? Ils n'ont pas défini encore. J'ai lu brièvement le projet de loi, puis ça expliquait pas trop les ramifications, mais en fait, il y a beaucoup de comités de parents là, à la maison qui disaient… Bon, même s'ils obligeaient ça, même s'ils obligeaient de faire passer les tests du ministère, c'est très facile à contourner. Parce que tu peux, rien qu'en faisant un collectif, tu peux préparer tes enfants à être bons dans les tests standardisés, même si tu les as pas formés à l'école. Regarde, Arthur Rami Andrizoa, comme je te disais, donc le plus jeune à avoir son examen de fin du lycée en France, et il a explosé donc ce qu'on appelle le baccalauréat en France. Il a été très bon, mais il avait 11 ans. Donc, ça dépend vraiment quelle pression ils mettent pour les examens. Est-ce que c'est tous les ans? Est-ce que c'est tous les 5 ans? Si c'est tous les 5 ans, easy, aucun problème. Si c'est tous les 3-4 ans, c'est facile. Si c'est tous les ans, ça nécessite de s'organiser. Ça nécessite que les parents échangent sur YouTube, sur Zoom, sur Discord, qui créent des groupes, qui fassent des forums. Ça nécessite que les parents qui font du homeschooling s'organisent. Comme un syndicat, en fait. Ouais. Mais je pense, selon ce que je comprends, c'est que ce serait à chaque étape, donc probablement plusieurs fois dans l'année, qu'il y aurait des examens selon ce que j'ai compris, parce que notre système scolaire est fait comme ça, puis dans le fond, les enfants vont devoir faire les mêmes examens. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des parents qui disaient « Moi, j'ai retiré mon enfant de l'école parce qu'il était vraiment pas bien dans ce cadre-là de performance. Maintenant, je lui ai enlevé ce stress-là. » Puis là, vous êtes en train de me dire que le stress s'en vient dans la maison. Non, mais je te dis, si jamais c'est bien organisé avec les parents, tu peux faire en sorte que l'enfant, il n'ait même pas de stress. Mais par contre, tu as aussi la voie politique. Hein. Vous restez en démocratie, normalement, vous avez le droit de vous opposer à une loi. Vous avez le droit. C'est le fun, on est tellement entendus. Pareil, il faut s'organiser. Donc, tu sais, les sociétés pharmaceutiques, elles ont des lobbyistes. Pourquoi le peuple n'aurait pas des lobbyistes? Donc, c'est à vous de vous organiser, de vous rassembler comme un syndicat et de dire on va faire pression. On va aller voir nos élus, on va leur dire je suis contre cette loi. Si vous votez pour cette loi, en tant qu'élu, moi, je ne voterai pas pour vous. Vous allez perdre votre mandat. C'est ça qu'il faut dire. Si un élu il reçoit des emails pour que cette loi elle soit passée, elle est passée à l'échelle du Québec ou elle est passée à l'échelle du Québec? C'est au Québec, oui. Donc, elle est votée par qui? C'est un député de la CAQ qui est le gouvernement en place en ce moment. Il la présente, mais elle sera votée par tout. Ah oui, ça serait voté à l'Assemblée nationale par l'opposition aussi, puis tout le monde. Là. Mais donc, l'Assemblée nationale au Québec? Oui, au Québec, oui. Au Québec. Donc, ben voilà, là, tu dis, vous faites pression sur tous les députés, vous leur dites, c'est très simple, si jamais vous votez cette loi, nous, on ne votera pas pour vous. Oui, en tout cas, je suis rendue cynique un peu par rapport à la démocratie, voir comment on a fait des pressions cette année puis qu'on n'a pas été entendu, mais on va traverser le pont rendu à la rivière, comme on dit, parce que c'est pas fait encore, cette loi-là n'a pas été passée, mais ce que je remarque, c'est que
il y a une volonté de plus en plus de nous rentrer dans le système, même contre notre gré, même ceux qui ont réussi à s'en sortir un peu en ayant comme l'école à la maison. Ben là, la France va les chercher plus jeunes. On voit plusieurs gouvernements qui font ça. Puis je trouve ça dommage, en fait, parce qu'on a de plus en plus ce sentiment-là que l'État veut nous étouffer. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Puis je trouve ça vraiment triste. Ouais, ouais. T'as raison, puisque c'était vraiment un verrou. Le homeschooling, c'était une grande résistance à l'arbitraire. Et c'était une expression fondamentale de liberté qu'ils essaient, parce que ce sont des drogués. Ils sont drogués au contrôle. Et donc maintenant, il faut augmenter les doses de contrôle. Donc c'est un aspect du contrôle de la vie des gens qu'ils veulent augmenter comme pouvoir pour eux. De là l'importance de résister, finalement. On dirait que ça nous Mais pour résister, il faut être organisé. Pour résister, il faut être organisé. Il y aura organisation si jamais on a besoin de... J'avais envie de parler de psychédélique avec toi parce qu'on parle de libérer le cerveau. C'est une approche qui est de plus en plus utilisée. Les psychédéliques qui créent donc pas de dépendance. Là. Je pense à la DMT, je pense à l'ecstasy, tout ça. Puis je sais que tu as eu une expérience avec l'ayahuasca. J'avais envie d'en discuter avec toi. Premièrement, selon toi, est-ce que... Oui, vas-y. Non, l'ecstasy, c'est pas un psychédélique par contre. Ah, excuse-moi, oui. Avec l'acide. Voilà, c'est vrai. Le LSD. Mais le MDMA, c'est pas du tout un psychédélique. Et ça a un effet d'addiction pour le coup. Mais ce que je voulais dire par rapport, surtout, je parlais des plantes, là, on parle des champignons magiques, on parle de l'ayahuasca. L'ayahuasca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de deux plantes, une racine, une plante mélangées ensemble qui fait que l'organisme va avoir une réaction. Si on les ingère individuellement, il ne se passe rien, mais s'ils sont mélangés, ça fait comme une potion magique. C'est une plante qui existe depuis des millénaires, une plante sacrée qui est utilisée généralement dans des rituels. Ça active la glande pinéale, donc ça crée vraiment une expérience généralement qui est très spirituelle, très transcendantale. Je l'ai fait 2 fois, l'ayahuasca, donc je l'ai expérimenté, puis c'est quelque chose qui a été vraiment très libérateur dans ma vie. Je ne peux pas dire que ça a été agréable à vivre, mais après, c'est très, très... C'est quelque chose dans ma vie que j'ai trouvé, au moment que ça s'est présenté, j'en avais besoin. Puis je trouve qu'il y a encore un tabou autour de ça. Du moment qu'on prend de la drogue, on est vu comme un criminel, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à aller chercher ces outils extérieurs-là pour justement libérer leur cerveau, pour libérer comme une sorte de carcan dans lequel on est né. Est-ce que, selon toi, c'est quelque chose qu'on devrait démocratiser un peu plus? Oui, alors l'ayahuasca n'est pas du tout classifié comme une drogue dans ses pays d'origine, notamment le Brésil, où en fait, c'est une communion. L'ayahuasca, c'est un rituel qui est vraiment comparable à la communion dans le christianisme, où on boit, on se passe une coupe. Alors, on ne boit pas tous à la même coupe, mais on prend une sorte de vin, parce que c'est en quelque sorte une sorte de vin, et effectivement, ensuite, on communie spirituellement. Sauf que c'est effectivement un dissociatif, un psychédélique, et que c'est pénible, entre guillemets, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas récréatif. Boire du vin, c'est récréatif, mais boire de l'ayahuasca, c'est pas du tout récréatif. C'est une épreuve. Mais quand on en sort, effectivement, on se sent beaucoup mieux, ça peut avoir plein d'avantages. Alors ça doit être fait dans des conditions très, très maîtrisées par des chamans authentiques, chevronnés. Il faut éviter, le plus dangereux sur l'ayahuasca, c'est ce que Khaled Bentounes, le shir de la confrérie Alaouia, appelle l'ésotourisme. Ouais. C'est-à-dire les Disneyland de l'ayahuasca, ça c'est le pire parce que tu te retrouves avec des types qui ne sont pas du tout chamans, ils ont mis des plumes et tout. Et là, tu as des bad trips et là, tu peux mourir. Et quand tu disjonctes sous ayahuasca ou que tu as un bad trip, comme d'ailleurs c'était arrivé avec la CIA dans la fameuse opération Midnight Climax, qui est très connue, donc l'opération Midnight Climax où la CIA avait glissé du LSD dans des consommations de clients de prostituées à San Francisco. C'est en lien avec MK Ultra, ça? Oui, c'était en lien avec MK Ultra, effectivement. Mais c'est une sous-opération qui s'appelle Midnight Climax, qui est complètement déclassifiée, qui est complètement connue aujourd'hui en histoire. C'est un scandale, mais c'est connu. Et là, on avait vu que certaines personnes avaient des bad trips, il y avait eu des morts, certaines étaient passées par la fenêtre et tout. Alors, un bad trip sous ayahuasca, c'est très dangereux. Notamment, il ne faut jamais prendre d'acide ou d'ayahuasca, qui est beaucoup plus puissant que l'acide pour le coup, c'est un dissociatif beaucoup plus puissant, devant un miroir. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être devant un miroir sous ayahuasca.
Tu souhaites pas ça à ton pire ennemi. Donc vraiment, tu vois, ce genre de consigne de sécurité, c'est comme ne pas sauter quand tu sors d'un hélicoptère. Tu as forcément des crétins qui vont essayer, mais ils vont mourir assez rapidement et ça laissera des traces pour les autres qu'il ne faut pas le faire. Prendre de l'ayahuasca avec un miroir, il ne faut pas le faire non plus. Bon. Mais j'aime bien ce que Sadhguru a dit sur l'ayahuasca. Tu sais, Sadhguru est très suivi, tu as cette chaîne sur YouTube. Ouais. Il a dit, tu sais, l'ayahuasca, il ne faut pas le surestimer, hein, c'est avant tout un antiparasite. Et dans la jungle, tu avais des parasites. Et évidemment, comme c'est un maître du yoga, Sadhguru est ce qu'on appelle un yogiraj, un roi du yoga. Quand il veut dire parasite, il veut dire physique et spirituel. Il veut dire les deux. Ouais. Et l'ayahuasca, ça t'enlève les parasites. Mhm. Donc, tu vomis, etc., mais tu vomis aussi spirituellement, quoi. Et ça t'enlève des parasites spirituels. Donc, il a dit, voilà, l'ayahuasca, c'est fondamentalement un grand antiparasite. Et il était nécessaire pour toutes ces civilisations qui vivaient dans la jungle, Ouais. où tu avais plein de parasites. Ce qu'on appelle, ce que les druides appelaient les esprits de la forêt, etc., mais aussi des parasites physiques, pour le coup. Et c'était très bien d'avoir un vomitif spécial, etc., pour tout un tas de parasites gastro-intestinaux. Et puis, l'ayahuasca a des effets antiparasitiques, pas que sur les parasites gastro-intestinaux, si ma mémoire est bonne. Donc, mais ce que disait Sadhguru, c'est le problème, entre guillemets, de l'ayahuasca, c'est que c'est temporaire. Et que normalement, la vraie illumination spirituelle, c'est permanent. Donc, l'ayahuasca, ça t'ouvre sur une perspective, une possibilité, mais il faut aller jusqu'au bout, quoi. Normalement, il faut essayer d'en faire un état permanent. Et les vrais chamans, les vrais sont un peu en permanence comme s'ils étaient en état d'ayahuasca. Ils peuvent se mettre dans cet état comme ils le veulent, sans plus en boire, en fait. Et les grands mystiques, que ce soit donc Maître Eckhart en Occident, Hildegard de Bingen, qui était une très très grande mystique européenne, ou Sainte Thérèse d'Avila, ou François d'Assise, etc., sont capables de se mettre dans cet état sans rien prendre. C'est possible aussi. Par contre, donc voilà, c'est pour ça que je dis que je ne recommande pas à tout le monde d'en prendre, mais ça peut être très bien d'en prendre pour plein de gens. C'est effectivement diabolisé, c'est-à-dire qu'on dit des choses fausses, c'est pas du tout un stupéfiant, c'est pas du tout un narcotique. C'est un breuvage initiatique de certaines tribus d'Amazonie, mais en fait, en Europe, on prenait des choses tout à fait comparables. Donc, les druides, les chamans prenaient de la manite tumouche, donc le champignon, je ne sais pas comment vous l'appelez au Québec, le champignon rouge et blanc, rouge avec des points blancs. Je crois qu'en anglais, on l'appelle toadstool. Toadstool, donc le tabouret pour les crapauds. Ouais, et c'est pour ça que tu as ce personnage dans Super Mario qui s'appelle Toad. Ah bah Toad, oui. ça veut dire crapaud en fait, mais c'est un champignon. Donc en fait, son nom complet c'est Toadstool, mais on l'appelle juste Toad pour simplifier. Donc on prenait ça. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, tu as Super Mario qui prend un champignon et qui grandit. Ah oui. C'est un des effets du mucimol, qui est la substance active que tu trouves dans la manite tumouche, dans le Toadstool. Et tu retrouves ça aussi dans Alice au Pays des Merveilles. Mais oui. Dans Alice au Pays des Merveilles, tu as cet effet comme ça, grandir petit, c'est un des effets typiques que tu ressens quand tu prends du mucimol. Donc les druides et les chamans prenaient ça en grande quantité. Ils en prenaient tellement que leur urine en contenait, donc ils faisaient des breuvages initiatiques avec leur urine, du lait et des baies, qui ne disaient pas évidemment aux gens ce qu'il y avait dedans. Okay. Leur potion magique avec leur urine, du lait et des baies, et puis d'autres trucs que je ne connais pas, enfin la recette initiatique du druide. Et puis, mais c'était sans doute violet, c'est ça qui est marrant, parce que l'ayahuasca c'est violet, et le breuvage initiatique des druides était certainement violet lui aussi. Donc c'était certainement des myrtilles écrasées, de l'urine, du lait et bien sûr de l'urine d'un chaman qui avait mangé des champignons tout le temps. Ouais. Et donc comme ça, voilà, tu avais le culte des ancêtres. En fait, le monde chamanique qui s'est poursuivi comme ça par l'Alaska. Et pendant l'ère glaciaire, donc tu as les populations de Sibérie qui ont traversé l'Alaska. Et puis ensuite, quand ils n'avaient plus de champignons avec eux, puisqu'ils prenaient des champignons séchés, eh ben, ils se faisaient un trip et puis ils décidaient quelle serait la nouvelle tradition. Si la tribu avait voyagé dans un endroit où il n'y avait plus de champignons, bah, ils changeaient la tradition. Donc, ça pouvait être, par exemple, ne pas manger. Ça pouvait être dormir sous un arbre pendant 3 jours, des choses comme ça. Et puis après, ça pouvait être essayer d'autres plantes.
Donc ça a donné le San Pedro, la mescaline, qui est un dissociatif très puissant. Ouais. Pas aussi puissant que l'ayahuasca, mais l'ayahuasca, c'est le plus puissant des dissociatifs connus. Ah ouais. Ça dépend de la quantité qu'on en ingère, j'imagine? Ça dépend de la quantité. Si tu l'as fait en 2 fois, tu sais, tu fais 2 prises normalement, etc. Ouais. 2 fois 4 heures. Mais voilà, c'est le plus puissant. Et ensuite, ça a donné l'ayahuasca. Voilà. Mais les Égyptiens, par exemple, en prenaient. C'est pas de l'ayahuasca, mais on sait qu'ils prenaient de la DMT par l'écorce de certains acacias. Ah ouais. Et encore aujourd'hui, tu as, pour les francs-maçons, par exemple, l'acacia, c'est un symbole de fraternité. C'est le grand, c'est parce qu'on dit que Jésus avait une couronne d'acacia, la couronne d'épines. Mais l'immense majorité des francs-maçons ne sait absolument pas que les Égyptiens prenaient de l'écorce d'acacia pour avoir de la DMT. Puis c'était dans un but aussi de rituel qu'ils faisaient ensemble. Oui, parce qu'on a perdu, on croit, certaines sociétés comme les Rosicruciens, les francs-maçons ou autres, croient qu'on a l'essentiel de ce qui restait des Égyptiens, mais en fait, au contraire, ce qui nous reste des Égyptiens, c'est même pas 0,1%. Enfin, ils avaient des rituels initiatiques, des pratiques spirituelles très avancées. Ouais. Et d'ailleurs, pour les soufis, Abraham a été initié en Égypte. Donc, pour les soufis, Abraham a fondé le sanctuaire de la Kaaba, qui est la pierre noire pour les musulmans, donc le lieu le plus saint de l'islam, a été fondé par Abraham. Et c'était à son retour d'une initiation en Égypte. Donc, on ne sait pas du tout jusqu'à quel niveau les Égyptiens avaient développé leurs compétences et leur potentiel spirituel. Mais en tout cas, on sait que certains rites, peut-être le rituel d'Anubis, peut-être les mystères d'Anubis, qui était donc le dieu de la mort, parce que l'ayahuasca, ça mime la mort. Donc l'ayahuasca, c'est une initiation, c'est une expérience de mort imminente. Tu as l'impression que tu es mort quand tu as pris de l'ayahuasca. Et ben, dans les rituels d'Anubis, les mystères d'Anubis, tu aurais eu comme ça une décoction à base de DMT et d'écorce d'acacia. Et cette décoction t'aurait permis de t'élever. Et ça aurait pu être une des traces dans l'initiation maçonnique. Tu dois prendre un breuvage amer, mais qui n'est pas du tout psychoactif, qui est juste amer. Okay. Mais qui n'est pas dissociatif, qui a rien de. Mais ça pourrait être une origine historique de ça. OK. Donc, on poursuit cette tradition-là, mais sans trop se rappeler finalement d'où ça part. Bah, tu sais, hein, c'est comme les arbres de Noël ou Pâques. Qui sait pourquoi à Pâques, on a des œufs et des lapins, tu vois. C'était associé à un rituel de fertilité. Voilà, c'était Ishtar, la déesse Ishtar, qui a donné le mot Easter. Qui fait Pâques. Donc, Ishtar, c'était une déesse de la fécondité phénicienne. Donc, c'est pour ça que tu as les lapins et les œufs qui sont associés à la fécondité. Bon. Voilà, tu as plein de trucs comme ça, de rituels qu'on reproduit sans savoir trop, sans se rappeler d'où ils viennent. Mais effectivement, l'ayahuasca est très intéressant, même en psychiatrie. Et ça devrait être démocratisé davantage. Mais je ne pense pas qu'il faut le recommander à tout le monde. Non, c'est ça, parce que comme tu disais tantôt, c'est vrai que c'est pas récréatif du tout, puis ça peut être assez violent. Mais je pense que, en tout cas, je parle pour mon expérience au Québec, on s'est beaucoup coupé de la spiritualité dans les années 70. Bon, l'Église catholique était très présente ici, puis je pense qu'à un moment donné, le peuple en a eu assez. Puis c'était très sain de se libérer de cette emprise-là. Mais par contre, comme on dit, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, puis on s'est retrouvé avec aucune spiritualité. Tu as eu un évêque au Brésil qui a fait une cérémonie de l'ayahuasca sous le Christ Rédempteur, donc sous le Corcovado à Rio, et avec des chamans. Et ça a été filmé pour le Vatican. Donc, c'est pas du tout interdit pour un évêque de faire, enfin, même pour un prêtre, mais pour un chrétien, de faire une cérémonie de l'ayahuasca. C'est pas du tout interdit. Maintenant, c'est vrai que la voie chrétienne, les voies chrétiennes, il y en a plein, enfin, la voie du Christ, considère bien que tu peux atteindre cet état sans rien prendre. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire, l'ayahuasca ne fait que aider ta glande pinéale à produire de la DMT. Donc, la DMT, elle est produite par la glande pinéale de toute façon. Et elle peut très bien en produire toute seule. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'abandonner, cette glande pinéale, à ne pas essayer de pratiquer. Non, c'est ça, c'est comme pas...
Ça fait pas partie de nos mœurs, en fait. Même la plupart des gens ne savent pas c'est quoi la glande pinéale. Tout ce qui est invisible. Oui, parce qu'on est matérialiste, parce qu'on est ultra matérialiste. Ouais. Donc, on ne veut pas parler de toutes ces traditions spirituelles, que ce soit les bouddhistes, les soufis, les hassidim, les mouvements mystiques chrétiens. On ne veut pas effectivement accepter qu'il y a des gens qui ont pratiqué, qui ont eu des expériences reproductibles. C'est scientifique, c'est reproductible. Hein. C'est juste que c'est à la première personne, mais c'est reproductible. Les mêmes méthodes des générations plus tard donnent les mêmes résultats. Donc c'est du savoir. Et ce savoir, on refuse effectivement de le voir en face. Enfin, je dis on refuse, on a quand même tout un tas de professeurs d'université qui reconnaissent et qui étudient la méditation, par exemple. Oui, c'est ça. Non, mais ça revient, en fait. Je pense qu'il y a de plus en plus un retour à ça parce qu'on est allé comme très loin à nier complètement cet aspect-là de l'être. Puis soudainement, on se rend compte que ça nous manque, qu'on est en déséquilibre. Puis là, il y a un retour à avoir une espèce de curiosité par rapport à la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre une spiritualité à l'extérieur d'une religion, à l'extérieur des dogmes, pour la vivre justement peut-être de façon beaucoup plus libre. Puis je pense que... En fait, c'est pas tant religion et dogme, comme tu disais, c'est plutôt bureaucratie. Parce que c'est toujours ça le problème, c'est que les religions se bureaucratisent aussi, il ne faut pas croire. C'est pas parce qu'un type a un uniforme rigolo avec une canne ou n'importe quoi que c'est pas simplement une bureaucratie. C'est pas parce qu'une bureaucratie a 1500 ans que c'est pas une bureaucratie. Les religions se bureaucratisent. Et malheureusement, la spiritualité et la bureaucratie, c'est juste incompatible. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps, c'est physiquement impossible. Donc, quand tu veux de la spiritualité, si la religion est devenue bureaucratique, tu es obligé d'en sortir, c'est vrai. Mais il faudrait surtout débureaucratiser la religion pour commencer. Ouais. C'est tout un mandat. Mais je pense que, en fait, c'est ça ce que j'aurais... Peut-être juste pour conclure, j'aimerais ça savoir si, selon toi, est-ce que l'usage de ces plantes-là, de tous ces outils-là qui sont à notre disposition peut être une façon de plus de sortir du cadre, de sortir du carcan, de sortir du système que tu dénonces, qui est la boîte, la fameuse boîte dans laquelle on met notre cerveau? Ah oui, parce que quand tu es sous ayahuasca, tous les leviers que j'évoquais là, les leviers positifs et négatifs, plus personne les a sur toi. Quand tu es dans un état spirituel, comme était donc Diogène ou comme était Saint François d'Assise, tous les leviers positifs ou négatifs, ta réputation, la peur de mourir, tout ça, ça n'existe plus. Ouais. Donc, quand quelqu'un, et c'est pour ça que fondamentalement, il n'y a pas un intérêt de la société telle qu'elle est ou du système tel qu'il est de promouvoir ça. Parce que oui, il n'y a plus aucun levier. Le seul levier que tu as contre quelqu'un qui est initié à l'ayahuasca, c'est de le tuer. Voilà, faut le tuer physiquement. Mais le reste, sa réputation, sa fortune personnelle, aucun levier sur lui. Aucune prise. Donc, t'imagines bien que le système, c'est un peu comme avant, tu sais, quand on voulait mettre une voiture en panne, on mettait du sucre dans le moteur. Tu mettais du sucre dans le réservoir et puis ça faisait du caramel et les pistons ne pouvaient plus tourner. Eh bien, c'est vraiment pareil là, c'est-à-dire que l'ayahuasca, ça serait du sucre dans le moteur de la société du conditionnement. Tu ne peux plus faire tourner les gens au conditionnement quand ils ont été initiés. C'est pas possible. Puis est-ce que tu crois qu'on peut être initié? Bon, on disait que ce n'est pas pour tout le monde l'ayahuasca, je suis 100% d'accord, mais... L'ayahuasca, c'est une forme d'initiation. C'est une forme. Voilà. Il y en a plein des formes. Hein. Et toutes les formes ne nécessitent pas une molécule. Je dirais même que les formes qui nécessitent une molécule ont tendance à être les plus primitives. Pas de façon négative, ce n'est pas péjoratif, mais tu sais, comme on dit en France, on dit les arts premiers plutôt que les arts primitifs. Les formes qui nécessitent une molécule ont tendance à être les plus premières dans l'histoire. C'est les chamans. Et c'est intéressant, je veux dire, les arts premiers, c'est très intéressant. Mais tu peux faire de l'art sans faire des arts premiers. Tu peux avoir des modes d'initiation qui ne sont pas premiers. Et la méditation en fait totalement partie. Sachant que la méditation suprême, c'est d'essayer de se concentrer sur rien. D'essayer de faire un anticyclone dans sa tête. Pas de se concentrer sur la fortune, la richesse, le bonheur, la paix, la joie. La méditation suprême, c'est de mettre rien dans sa tête. Et d'essayer de maintenir cet état le plus longtemps possible. Parce que c'est, selon tout un tas de grands mystiques, c'est ça la forme suprême de Dieu, en fait. Dieu, c'est ce qui reste quand tu as enlevé toutes les images que tu pouvais avoir, quand tu as enlevé toutes les attentes, quand tu as enlevé tous les...
Ce qui reste quand tu as essayé d'enlever tout ce que tu pouvais imaginer, bah, c'est l'entité indestructible et éternelle qu'on appelle Dieu. Ouais. Et donc, la forme de méditation de très loin la plus puissante, c'est d'essayer de se concentrer sur le rien, de faire comme un anticyclone dans ta tête qui chasse toute pensée. En fait, de faire que dès qu'une pensée essaie d'entrer dans ta tête, tu la chasses. Même si elle est positive, même si elle est... Non, tu enlèves tout. C'est juste rien. La vacuité. Et ouais, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Inde, l'athéisme, entre guillemets, est reconnu administrativement comme une religion. Parce que le paradoxe, c'est que certains athées sont beaucoup plus spirituellement avancés que certains religieux. Et j'en suis convaincu, et je ne suis pas le seul. Tu as certains athées qui sont beaucoup plus avancés spirituellement que certains religieux, entre guillemets, parce que tu en as qui sont religieux juste parce que c'est du conditionnement. On leur a dit, en grandissant, fais comme ci, fais comme ça, puis ils reproduisent sans trop réfléchir. Et puis on a des athées qui sont sur une voie où ils ont d'abord tout renié, et en fait, ce tout renier dans les bonnes conditions, ça peut les amener à faire place nette, tu vois, à ce que dans leur tête, ça soit vide, ce qui est l'idéal pour faire rentrer Dieu, entre guillemets. Ouais. Et c'est pour ça que la profession de foi des musulmans, par exemple, elle commence par la ilah, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu. On oublie que la profession de foi des musulmans, elle commence par non, il n'y a pas, la, qui veut dire non en arabe, mais qui veut dire il n'y a pas. Mais la profession de foi des musulmans, c'est la seule qui commence par il n'y a pas. C'est tu détruis avant de mettre. Tu dis les idoles, un grand barbu qui lance des éclairs, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Y a autre chose, mais qui n'est pas un grand barbu qui lance des éclairs, qui n'est pas des idoles, qui n'est pas, etc. Et cette autre chose, c'est Dieu, mais comme tu sais, le mot Dieu, il vient du grec Zeus, donc il ne représente pas grand-chose en soi, Dieu. C'est pas, les gens spirituels, ils utilisent quasiment jamais ce mot, parce que c'est un mot qui veut dire un grand barbu qui lance des éclairs. Oui, qui a une mauvaise association souvent aussi. Oui, mais qui est naïf, qui est pas... qui réduit, en fait, parce que quand tu es vraiment spirituel, la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de réduire Dieu. Et si tu le réduis... Donc, on ne peut pas le nommer. C'est ce qui fait que pour les Juifs, tu n'as pas le droit de le nommer, absolument. Ouais. Mais après, tu as tout un tas de débats là-dessus, tu vois, dans la Bible, tu n'invoques, dans l'Ancien Testament, donc tu n'invoqueras pas ton Seigneur en vain. Mais après, il y a d'autres écoles qui disent, mais en fait, c'est jamais en vain. Donc, à chaque fois que tu l'invoques, c'est pas en vain, donc tout va bien. Mais effectivement, c'est cette idée qu'il ne faut pas réduire Dieu. Oui, c'est ça. Mais écoute, c'est une super belle discussion, Idriss. Je te remercie pour ton temps. Vraiment, ça me fait plaisir de faire ta connaissance. J'espère qu'on en refera. Avec plaisir, vraiment. On pourrait parler de tellement de sujets, puis c'est très, très éclairant de parler. Donc, merci. Je te souhaite une super belle fin de journée. J'imagine que par chez toi, on peut dire bonne fin de journée. Puis au plaisir. Ouais, on peut dire bonne fin de journée. Bye. Porte-toi bien.